Ah bah c'est parfait. Bon bah écoute, super, merci, merci Stéphane pour cette petite entrevue qu'on a laissé, qu'on a fait traîner un petit peu depuis quelques mois maintenant, j'ai l'impression. Et bah, je suis content de pouvoir parler de ce sujet croustillant avec toi. Euh, du coup, avant de commencer, est-ce que tu as envie de dire qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu es là, ou tu préfères garder ça pour plus tard? Je sais pas, bon, on peut commencer. Bah, déjà, Stéphane, je suis photographe à Paris. Euh, j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai fait des études de compta-gestion. J'ai travaillé dans les assurances vie américaines. Je travaillais pour une société qui rachetait des assurances vie américaines. Euh, j'ai toujours eu pour passion la photo et donc en parallèle de ce métier-là, je faisais des photos pour le plaisir avant tout. Et puis un jour, un ami m'a demandé des photos professionnelles et je suis devenu photographe comme ça. J'ai un parcours aussi qui m'a amené vers une agence de pub et de communication et je suis devenu directeur de production de photos. Notamment, j'ai dirigé pendant une saison, un an, pardon, le studio photo des Galeries Lafayette, studio photo e-commerce. Et ensuite, toujours dans le e-com, mais plutôt luxe, toujours pour cette agence de pub. J'ai eu comme client des marques d'LVMH, donc Vuitton, Berluti, Rimowa, Le Bon Marché. J'ai monté aussi un studio pendant 2 ans, le studio 24 Sèvres, qui est le site internet du Bon Marché. Et depuis 3 ans maintenant, je suis de nouveau à mon compte. Voilà. Ah ouais, donc du coup, tu as laissé tomber, enfin, tu travailles plus avec personne pour l'instant? Enfin, à Alors, part tes j'ai clients, bien j'ai mes sûr. clients à moi, mais Ouais, ouais. en tout cas, je suis plus salarié de cette société. Et notamment à cause du sujet qui va nous intéresser ce soir. Ouais, c'est une super introduction, je trouve, parce que justement, on voit le cheminement, et j'allais justement te poser la question, mais du coup, alors, petite anecdote, c'est que moi, je te connais aussi parce qu'à un moment donné, tu as croisé un connard et que ce connard voulait justement parler peut-être de ce sujet qu'on va amener Mm. et d'amener entre guillemets des informations, pour pas dire des vérités, sur certains sujets qu'on n'ose pas aborder en Occident ou en France notamment. Et toi, tu t'es intéressé à ce jeune connard à ce moment-là. Bon, après, je me souviens plus trop du contexte, mais comment c'est venu? Ah oui, si, maintenant je m'en souviens. Bon, on va pas forcément le raconter ça, mais comment c'est venu que je t'ai rencontré? Et finalement, on a, au fur et à mesure de notre expérience, de nos discussions, on m'a aidé à monter, et tu as monté en fait quasiment tout seul, parce que moi, j'étais quasiment pas là, une exposition justement sur le handicap invisible Ouais. en France. Mm. Et ça a été une super expérience d'ailleurs. Je Ouais. me souviens qu'au vernissage, je n'étais pas là. Mais il y avait plein de J'avais monde et il y avait plein de bonnes choses à manger. C'est dommage. ouais, ouais, ouais. J'avais pris la voiture, hein. J'avais Mm. démarré la voiture, Je je me me souviens, souviens. j'avais commencé à rouler. Et après, sur l'autoroute, j'ai fait non, en fait, je crois que je tiendrai pas jusqu'à Paris. Donc j'ai fait demi-tour, je t'ai laissé un message Mm. en me disant je viendrai pas. Et d'ailleurs, d'ailleurs, tu l'as super bien pris. Je te remercie d'ailleurs à l'époque, parce que tu t'es montré super compréhensif. Et ce qui est rare, quand tu as affaire à des handicaps invisibles, Mm. c'est rare d'avoir quelqu'un qui comprend cette dimension-là. Et même si c'est de plus en plus commun maintenant, c'est de plus en plus connu. Nous, je crois qu'on était les premiers à avoir fait une exposition sur le handicap invisible en France. Mm. Je vais dire, j'ai jamais entendu parler d'exposition avant nous. Donc, Non, je je pense pas pense non qu'on a plus. été les premiers. Et puis maintenant, bah, il y a, si tu regardes sur les réseaux sociaux, il y a plein de mouvements sur le handicap invisible pour telle ou telle pathologie. Donc maintenant, c'est selon des domaines de pathologie. Donc voilà, on n'en parle pas forcément au sens générique comme nous l'avions amené à l'époque, bien que ça, voilà, je dis ça se démocratise parce que Mm. aujourd'hui, quand tu dis handicap invisible à quelqu'un dans la rue, ça va, il comprend. À l'époque, quand nous, d'ailleurs toi, quand tu devais te trouver une galerie pour pouvoir exposer, Mm. je C'est me vrai. souviens des contrariétés que tu as dû rencontrer, je crois que tu m'avais raconté. Alors, ouais, c'était lié aussi
notamment à ce sujet de à ce vaccination. sujet. À ce sujet de vaccination. À l'époque, c'était encore, enfin, je ne sais pas si c'était plus ou moins tabou que maintenant, parce que avec le Covid, ça a été, j'ai eu l'impression de voir une guerre civile avec cette histoire de vaccination. Mais je sais qu'à l'époque, il y a un courageux qui m'avait dit, vous ne trouverez jamais aucune galerie pour exposer parce que ce sujet-là est beaucoup trop complexe et personne n'acceptera une expo avec le sujet de la vaccination qui est mis en avant. Mais le pire dans cette histoire, c'est que toi, tu voulais pas mettre en avant forcément le sujet, c'était pas notre idée. Nous, on voulait parler de handicap invisible, mais si je me souviens bien, les gens te demandaient, ah, mais oui, mais qu'est-ce qu'il avait, de quoi il a atteint le modèle, votre modèle, en Hmm. parlant de moi? Et c'est là que toi, tu répondais, bah, c'est une conséquence vaccinale. Et là, quand tu répondais ça, les gens, tout de suite, tu sentais le mouvement réfractaire, en fait. Enfin, si je me souviens bien, après, peut-être que je déforme un peu, mais si Hmm. je me souviens bien, ce que tu me disais, c'est qu'en gros, dès que les gens savaient que potentiellement le modèle que tu venais présenter dans leur galerie, certes, il avait un handicap invisible, ça posait pas de problème, mais pourquoi il a un handicap invisible? C'est quoi son handicap? C'est quoi sa maladie? Là, tu disais d'où ça venait Ouais. potentiellement. Et là, du coup, les gens fermaient les portes, quoi. C'est le cas de le dire. Bah, alors, j'ai envie de faire un peu une parenthèse par rapport à ça, parce que bon, bah, là, pour nous, on sait de quoi on parle, mais ceux qui vont nous écouter Ouais. ne savent pas encore de quoi on parle. Donc, je te laisserai toi aussi te présenter, ce sera ton tour. Euh, Merde, moi, quelle bonne idée j'ai eue. j'ai envie aussi déjà, avant qu'on nous jette des tomates et qu'on nous dise, oh là là, ceux-là, c'est des antivax, qu'ils aillent mourir, ils sont horribles. Euh, moi, je suis pas particulièrement anti-vax. Je laisse le choix à chacun de faire ce qu'il veut. Notamment, ça m'a fait un peu halluciner toute cette guerre là, justement pendant le Covid, parce que c'est pas tant la vaccination moi qui m'avait choqué que le fait qu'on mette qu'on mette dans une case ceux qui voulaient pas se vacciner et qu'on les montre du doigt comme ça en mode vous êtes des horribles personnes et vous faites mourir des gens. Ouais, Non, moi je suis vraiment pour que les gens fassent bah, ce qu'ils veulent. Voilà, s'ils veulent se vacciner pour se protéger, qu'ils estiment que ça les protège, qu'ils le fassent. Ceux qui sont réticents, ils ont aussi leurs arguments. Le fait de se dire, ben, un vaccin qui sort un peu de terre comme ça, sans test, et que le test soit mondial à grande échelle, et qu'ils n'ont pas envie d'en faire partie, je trouve que c'est un argument qui se tient aussi. Donc, je laisserai à chacun le soin enfin, de choisir ce qu'ils veulent, quoi, s'ils veulent se faire vacciner ou pas. Toi, t'as ton idée, puisque bah, ce qui t'arrive, c'est une conséquence vaccinale, et c'est réel, pour le coup. Euh, et si j'avais su ce qui t'était arrivé, je me serais probablement pas fait vacciner contre cette maladie-là. En tout cas, pas à ce moment-là. Donc voilà. ouais, c'est assez juste. Alors, du coup, ça me démange de réagir en même temps que tu parlais, mais probablement qu'on va poser les mots au fur et à mesure de la discussion. Bon, tu m'as demandé de me présenter, donc moi, oui, maintenant que je suis là, donc oui, moi, c'est Fabrice avec un vieux pseudo, hein, Tiger's Mind, qui traîne sur Internet depuis environ 17 ans, à peu près. Et en fait, donc oui, je suis atteint d'une- d'une maladie neuromusculaire dégénérative, a priori déclenchée, en tout cas dont un facteur déclencheur serait une vaccination. Donc du coup, bah, la problématique, bah, forcément, j'ai un avis un peu tranché sans être anti-vax comme toi, hein, je suis pas le côté anti-vax non plus profondément inscrit en moi, bien que à partir du moment où tu me présentes un truc que je dois m'injecter, forcément moi j'ai un mouvement à mon tour, un mouvement réfractaire en me disant c'est marrant, je connais cette expérience, je suis pas assez bête pour poser ma main sur une plaque chaude 2 fois. Voilà. Je pense que voilà, bon, après c'est mon parcours, c'est mon expérience de vie qui fait que bah non, je referai pas quoi. Si tu me proposes un truc comme ce qui est arrivé en effet en 2020, 2020, 2021, Mm.
Mon cerveau m'en empêchera forcément. Enfin, mon corps avant tout d'ailleurs. Mais donc oui, je suis atteint de cette maladie neuromusculaire dégénérative depuis plus de 20 ans maintenant. Moi, ça va faire 23 ans, du coup. On y est, hein. Et ça a été un parcours du combattant, comme toute personne ayant une maladie dégénérative et au départ invisible. Moi, ça commence à se voir, hein. Je me souviens à l'exposition, ça se voyait déjà. Tu avais fait une petite sur l'affiche, je me souviens que tu avais préparé. Tu avais mis handicap invisible, mais tu avais mis le 1 entre Ouais, parenthèses. c'est vrai. C'est rare. Parce que finalement, le invisible commençait à être visible. Mais jusqu'à ce qu'on fasse cette exposition-là, Mhm. personne n'y voyait rien, quoi. Ça veut dire que j'avais des douleurs, j'avais des pannes, j'avais des problèmes bah, je les ai toujours, mes problèmes de concentration, mais ils étaient beaucoup plus graves à l'époque. Et en fait, j'avais plein de pannes aléatoires de fonctionnement, que ce soit pour marcher, me déplacer, aller aux toilettes, me brosser les dents, me raser ou parler. Et ça, personne ne le voyait. Donc, c'est ce qui nous a motivés tous les deux à aller dans le sens de personne ne le voit, ben on va leur montrer. Alors, Ouais, du coup, c'était ça le challenge. C'était ça le challenge, comment réussir à montrer l'invisible en photo. Et c'était ça, c'était un putain de défi à relever, que t'as relevé avec brio. Et d'ailleurs, moi, au-delà de ton talent, parce que ton talent là sur la photo et l'image, elle est indéniable, il est indéniable. Moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est pourquoi, c'est vrai que j'ai pas fini de me présenter, mais c'est pas grave. C'est pourquoi est-ce que tu as réussi à donner autant d'énergie dans un sujet qui n'est pas le tien, mais certes, c'était nouveau, c'était novateur quelque part. Peut-être que c'est aussi pour pouvoir apporter ta patte à, je sais pas, à quelque chose, à une nouvelle compréhension humaine de cette société moderne. Mais comment ça se fait que toi, qui me considérais comme un connard au départ, tu t'es dit, tiens, finalement, son histoire, ça me parle, je vais faire un truc avec lui. Tu vois, et ça m'a travaillé pendant longtemps, je te le cache pas. Et j'ai toujours pas la réponse d'ailleurs, hein, j'étais pas obligé de la donner. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant de voir que moi, j'ai passé des années, quasiment toute ma vie, parce que même maintenant, même après tout ça, mis à part la reconnaissance des gens que j'ai pu aider, voilà, en répondant à deux, trois questions, je vis toujours dans cette espèce de bizarrerie, de solitude, parce que la maladie est invisible, le handicap est invisible, même si on a beaucoup avancé sur l'invisible, mais il y a peu de gens qui te soutiennent dans ce combat, tu vois, en réalité, tu vois. En réalité, je parle pas des phrases de fausse compassion, je parle vraiment en réalité. Et toi, pourtant, il y a 17 ans, ou non, toi, c'était un peu moins, on s'est vu en 2000. Oh putain, mais ça va bientôt faire 6. Attends, 2008. ouais, c'est 2000, ouais, autour de ça, vers 2008, ouais. 2008, j'avais pas encore ma canne. 2009, j'ai eu ma canne. Ouais, donc, ouais, j'allais dire ça fait 17 ans, mais oui, ça fait 17 ans. Ouais, facile, ouais. Ouais, ouais. Et toi, voilà, d'emblée, tu t'es dit, ok, c'est bon, on y va. Pas Euh, d'emblée, pas d'emblée, je sais. non, non, pas d'emblée, mais en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas tant de différence d'âge que ça. Et un truc très bête, mais c'est quelque chose qui aurait pu m'arriver à moi. Voilà. Et ça aurait pu arriver à moi, donc ça aurait pu arriver à tout le monde. Et si ça m'arrive à moi ou si ça arrive à quelqu'un d'autre, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on devient dépressif? Est-ce qu'on s'enferme? Est-ce qu'on devient un connard? Est-ce que voilà, il y a on ne sait pas trop comment on va réagir face à ça. Est-ce qu'on va avoir du mental? Est-ce qu'au contraire on va s'écrouler? Et j'ai trouvé ce sujet intéressant, notamment, c'est plus déjà comment faire face à quelque chose d'exceptionnel qui nous arrive. Et
Et ce sujet-là, il est universel. Il n'est pas lié que à la maladie, ça peut être n'importe quoi. On peut avoir sa maison qui brûle, on peut avoir un enfant malade, on peut, à différentes échelles, on peut juste se casser le bras ou avoir une maladie, on peut perdre son travail et avoir des difficultés pour en retrouver un. On peut trouver du handicap invisible partout, 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 Ouais, partout. Et d'ailleurs, je suis intimement convaincu que chacun d'entre nous, nous sommes des handicapés, nous sommes des handicapés, pardon, euh, et nous avons tous un handicap qui ne se voit pas. Voilà. Donc, à grande échelle, bah, toi, c'est une maladie qui te suit. Maintenant, tu es obligé de vivre avec et de composer avec et d'avancer avec. J'ai trouvé que en parler, c'était un sujet intéressant, mais que euh, ça doit nous ramener à chacun de nous un peu d'humilité et de se dire que bon bah moi j'ai tel problème, c'est peut-être pas aussi grave, je peux peut-être prendre mon courage à deux mains et l'affronter et avancer. Et j'ai trouvé, alors déjà c'était ma première exposition de photos. Et je savais dès le départ que elle ne me rapporterait rien. Elle coûte de l'argent, mais elle rapporte pas. Mais c'est quelque chose, je sais pas, j'étais intimement convaincu qu'il fallait que j'aille au bout au moins de ce projet-là. Voilà. ouais, en tout cas, j'ai vraiment. Bah, je pense qu'on a été très nombreux à être agréablement surpris, parce que moi, c'était agréablement surpris, vu notre rapport à toi et moi, qui n'était pas hyper. J'ai pas le mot jovial, mais c'est pas ça le mot, c'est pas grave. C'était vraiment une belle surprise de te voir, toi, un homme, tu vois, s'intéresser au sujet, sortir les clichés, en, en plus, ça s'est fait tellement vite, ça a été long à la fois, parce que long dans les procédures de recherche, mais à la fois rapidement, parce que le jour où tu as adressé tu m'as dit, tiens, j'ai une date, je me souviens, en plus, j'étais pas bien, j'étais sous traitement, enfin, tu me dis, ouais, j'ai une date à telle date. Je dis, ah, quoi? Bah, tu viens? Bah, hein? Allô? Et enfin, je sais plus comment ça s'est passé, parce que j'étais un peu dans le gaz avec les médicaments, mais c'était une période un peu comme ça. Et là, je fais, ah putain, mais c'était déjà, il y a vraiment une expo? On va vraiment y aller? Parce que moi, pour moi, tu t'essuyais des refus, des refus, des refus, des refus. Donc, du coup, c'était pour moi, bon, en 2029, on y sera encore, quoi. Mais, Pour ça, une petite parenthèse encore, il faut savoir aussi comment fonctionnent les galeries, c'est-à-dire que on peut te laisser un espace et celui qui t'accueille va prendre un pourcentage sur les ventes. ah Euh, oui, voilà. Donc j'arrive avec mon sujet. C'est pas forcément évident de vendre ces photos-là, parce que tu vends des photos de quelqu'un des portraits de quelqu'un qui a un handicap, même si il est invisible. Enfin, on le voyait sur ces photos. Déjà, le sujet était un petit peu lourd. Et ensuite, enfin, il y avait déjà la photo qui était pas facile à vendre et le sujet était lourd. Donc, justement, quand cette personne m'a dit, vous trouverez jamais personne qui vous exposera. Ben, j'ai pris le parti de me trouver un lieu, euh, non pas qu'elle allait m'exposer, mais que j'allais moi-même louer. Si ben voilà, je loue cet endroit et j'en fais ce ouais, que je veux. Voilà. Et donc ouais, ouais. j'ai loué le lieu et j'en ai fait ce que j'en ai voulu. Ouais, tu avais tu avais le droit de faire ce que tu voulais Ouais. dedans. Ouais. À partir de ce moment-là. Mais en Ouais. tout cas, c'était vraiment, il y a tous ceux qui sont passés, donc notamment Brian, mon cousin, enfin peut-être d'autres personnes que je peux pas citer, ont tous trouvé cette expérience formidable, quoi. Vraiment, vraiment, c'était une expérience à taille humaine et c'était vraiment formidable. D'ailleurs, je me souviens d'ailleurs, il y a plein de petites choses comme ça. Mais après, on va passer au sujet principal parce que sinon on va endormir tout le monde. Mais je me souviens que ça en disait beaucoup sur le comportement des Français déjà à l'époque, parce que en tout cas pour ce que j'ai pu observer, ceux qui sont rentrés dans la galerie à cette époque-là et, et qui ont applaudi des mains ou vraiment fait un mouvement de bienveillance à l'égard de tes clichés, c'était des touristes. Donc je me souviens, chinois, irlandais, anglais, Mhm. mais t'as aucun Français qui est rentré dedans en disant ah bravo. Alors, Tu vois, aucun Français qu'on ne connaissait pas. oui, voilà, c'est ça.
C'est ça que je veux dire. Il y en a Ça, un, je me souviens bien excuse-moi, je t'ai coupé, tu sais, enfin, je sais pas si tu étais là à ce moment-là, parce que j'étais devant la porte d'entrée, à moitié à cheval, voilà. Et il y en a un qui est arrivé comme ça, et qui avait penché la tête et qui avait dit, on peut rentrer? Alors que toi, tu avais mis entrée gratuite, je sais plus comment c'était. très libre. C'est gratuit? Je sais pas si tu étais là ce jour-là. Ouais. Si, tu étais là. Ouais. Ouais. Et là, tu sais, là, tu te dis, mais c'est une expo, tu rentres, tu viens, tu passes un bon moment, quoi. Et alors que, ouais, bon, bref, voilà, je m'emballe. Vas-y, je t'ai coupé la parole, je m'excuse. Non, mais j'ai constaté aussi qu'on les expositions, ou en tout cas les sujets très durs ou polémiques, enfin, ils sont beaucoup à l'étranger. On aime bien faire des expos comme ça sur une guerre qui se passe dans un autre pays, le malheur qui se passe ailleurs, mais c'est vrai c'est très très rare d'avoir des expos, enfin en tout cas, sauf si je me trompe, mais j'en ai pas vu beaucoup d'expos sur des choses négatives qui se passent en France. On va avoir des articles de journaux, on va avoir des journalistes qui vont enquêter ou des choses comme ça, mais des expos photos, par exemple, sur, je sais pas, ça doit exister, mais par exemple, j'ai pas vu d'exposition de migrants, par exemple, sur des migrants, ou j'ai pas vu en France, hein, j'entends. Quand c'est à Oui, oui, j'ai compris. l'étranger, Ouais. quand c'est à l'étranger, on montre plus facilement la misère ailleurs, je trouve. Bon, Ouais. après, si des personnes qui nous écoutent me disent ah, tu racontes des conneries, il y a tel photographe qui expose en ce moment, etc., ben, je serais content de l'apprendre et Ah bah oui, oui, n'hésitez voilà. pas d'ailleurs en Mais commentaire. je trouve, tu vois, par exemple, je vais souvent voir des expos photos et souvent, quand il y a du malheur ou de la misère, c'est à l'étranger. C'est des photos étrangères. C'est rarement en France, alors que Hmm. la misère existe partout dans ce monde. Ouais, et en plus, nous, on était sur un sujet qui était à la base, d'une, pour inspirer aussi, parce que c'était secondaire, mais surtout, à la base, c'était pour éduquer à la fois les malades, les thérapeutes, les médecins, les institutions, les associations, qu'il existait des formes de handicap peu connues ou pas, voilà, ou peu exprimées, qui étaient d'ailleurs bien souvent, et d'ailleurs on le sait aujourd'hui, il y a des statistiques qui le disent, plus de 80% des handicaps invalidants sont invisibles. Et contrairement à ce que on s'attend toujours à ce qu'il y ait une canne, un fauteuil roulant, non, enfin, il peut y avoir des handicaps très lourds, mais qui ne sont pas compensés par un accessoire. Mmh. Et c'est justement d'autant plus difficile parce qu'on ne les voit pas. Et c'était ça tout le but de notre exposition à l'époque, c'était Mmh. justement de dire, dans votre vie, dans votre famille, dans vos amis, dans vos proches, ou à votre travail, il existe une frange de la population qui sont atteints de pathologies invisibles, de difficultés invisibles, lourdes parfois, mais que vous ne voyez pas. Et juste Ouais. prenez-en conscience. Je prends un exemple très simple qui touche beaucoup de personnes. J'ai entendu parler, imagine, hein, je vais pas donner mon âge, mais j'ai entendu parler il y a que une quinzaine d'années de l'endométriose. Et Ah ouais. l'endométriose touche énormément de femmes qui ben, sont silencieuses sur le sujet, essayent de vivre leur vie avec ces douleurs, ces handicaps. Voilà, c'est extrêmement handicapant. Mais elles vivent avec, dans le silence, et bon, bah, elles ont le sourire, on a l'impression que tout va bien, mais voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais qui est bien réel. Ah ouais, mais carrément, je te rejoins là-dessus à fond, c'est que c'est un vrai fléau, l'endométriose chez la femme, c'est un vrai fléau, et d'ailleurs, c'est terrifiant, parce que tu vois à quel point elle souffre, elle lutte, et tu le vois pas, parce qu'en effet, toi, quand tu les vois avec le sourire, dans la rue, ou à ton travail, ou en soirée, le temps que, le temps qu'elles arrivent, en tout cas, à supporter cet état, de peut-être à l'extérieur, mais après, tu vois pas dans quel état elles sont quand elles rentrent chez elles et qu'elles se recroquevillent sur le canapé, en position fétale, parce Mm. qu'elles peuvent pas faire autrement. Et parce qu'elles savent pas comment, bah, jusqu'à maintenant en tout cas, elles savaient pas comment l'exprimer, à qui l'exprimer. Elles sont pas prises au sérieux. Souvent, on va leur dire que c'est dans leur tête. Bah, en fait, finalement, tout se rejoint, parce que ce qu'on raconte là pour l'endométriose, c'est valable pour beaucoup de pathologies invisibles, invalidantes,
tout comme moi, parce que là, du coup, tu me parles de l'endométriose, ça fait, même si je suis pas une femme, ça fait complètement écho avec ce que j'ai vécu. Parce que moi, c'est pareil, on me voyait dans la rue. Et je disais souvent, parce que les gens me voyaient, ah, Fabrice, t'as l'air d'aller bien. Bah oui, j'ai l'air, mais en vrai, je souffrais le martyr. Ah, arrête, arrête tes conneries, t'exagères. Non, bah alors tout va bien alors. Du coup, ça sert à rien que tu dises la vérité aux gens, parce que à partir du moment où tu leur dis la vérité, ils trouvent le moyen de contrecarrer ta vérité et de dire bah non, mais en fait, t'as l'air d'aller bien, t'as bonne mine. Mais toi, ils savent pas dans quel état t'étais ce matin au réveil. Ils savent pas dans quel état tu seras ce soir. Ou, tu vois. Et donc, les femmes qui sont atteintes d'endométriose, bah, c'est pareil. Donc, moi, j'en connais une précisément d'ailleurs, que tu connais aussi, et qui a vécu ça dans. Et c'est l'une des femmes les plus souriantes du monde en plus. C'est ça, là où tout le monde s'illusionne, c'est que ah, mais non, c'est pas possible. Elle est tellement gaie, tellement poupette, tellement, tu vois, tellement gaie, souriante, joviale, joyeuse, tout ça. Ah, c'est pas possible. Alors que tu sais pas que tous les midis, quand elle rentre chez elle, elle est allongée en boule sur son canapé en se demandant si elle va pouvoir retravailler l'après-midi. Mm. Même d'ailleurs, on peut aller plus loin. Il y a ces femmes qui sont atteintes de ce type de trouble. Il y en a beaucoup qui renoncent à une sexualité. C'est parce qu'il y a des positions qui sont enfin, des positions de Euh, partage, de relations voilà, intimes, qui font que ben, elles n'osent même plus, parce qu'elles savent que c'est douloureux, et donc elles ont un mouvement réfractaire à l'idée d'eux. Et pourtant, bah, voilà, ça reste des femmes, elles ont le droit et la liberté de pouvoir utiliser leur corps comme elles le veulent, mais il y en a beaucoup qui ne le font plus vraiment comme elles le veulent. Parce qu'aussi, il y a le problème du compagnon qui comprend pas ce que c'est, quoi. Il y mm. a pas, c'est un Mais peu loin. ça amène justement à notre sujet un peu principal, enfin notre sujet principal, qui est la manière dont on parle non seulement de ces handicaps, mais là, pour le coup, on est sur la maladie, de ce qu'on vit en étant soit malade, soit, comme c'est le cas pour moi, accompagnant d'un malade. Euh, j'ai constaté en tout cas, que beaucoup de gens étaient, alors pas dans ma situation exacte, mais similaires, c'est-à-dire que ben, ils accompagnent un parent malade, un enfant malade, enfin quelqu'un qui ne va pas. Et ça leur mange la tête, ça leur mange l'esprit. C'est dur, mais on n'en parle pas. Et au final, je me suis rendu compte qu'autour de moi, on est beaucoup soit à souffrir, ah ben, en tout cas, on est beaucoup à souffrir, soit de la maladie, soit du fait que quelqu'un de très proche soit malade, mais on garde tout pour nous. Et je trouve que c'est un danger. En tout cas, moi, je te dis, j'ai été accompagnant. Pour l'accompagnant, c'est un danger. Il faut en parler, il faut développer parce que justement, si on n'en parle pas, on se retrouve face à quelqu'un qui dit, bah, attends, t'es bien là, t'as pas de problème. Bah, en fait, si. Et il n'y a qu'en parlant, qu'en développant les sujets divers et variés, qu'en donnant ces expériences que j'espère on pourra faire avancer des choses. Et quand je dis avancer des choses, c'est juste tout simplement euh, être suffisamment solidaires les uns les autres. Là, je parle même pas de l'échelle d'amis, mais de l'échelle bah, d'une population suffisamment solidaire euh, c'est- pour que bah, pour qu'on vive mieux, quoi, tout simplement, que chacun vive mieux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, il faut trouver les personnes avec qui tu peux te permettre d'en parler. Après, c'est ça qui est. Eh ben, je suis pas d'accord là-dessus. Je trouve que c'est un petit peu comme les manifs. Moi, je suis contre les manifs. Enfin, je suis contre les manifs sous les formes actuelles des manifs. C'est-à-dire que Ouais, ouais, très souvent, tu vas avoir celui qui est, je sais pas moi, contre la réforme des retraites. Ah bah, souvent, c'est le pauvre gars qui se dit j'aurai pas de retraite, et ben il va manifester avec le mec d'à côté qui est d'accord avec lui. Mais celui qui est très riche et qui aura jamais de problème de retraite, lui, il va pas manifester, donc il s'en fout. Mais pour moi, ouais. c'est le très riche qui devrait manifester pour le pauvre.
Tout comme, tu vois, on parle de Israël-Palestine. Alors attention, c'est un sujet spécial, mais pour moi, en Palestine, on devrait euh, manifester, enfin, je sais pas, en gros, tu as des Juifs qui devraient manifester pour la paix en Palestine et des Palestiniens qui devraient manifester contre des attentats du 7 octobre. Tu vois, en fait, tu as aussi, je sais pas comment dire, oui, tu vas avoir des femmes qui vont manifester pour le droit des femmes et pour l'égalité. Et pourquoi est-ce que ce ne sont pas les hommes qui manifestent pour l'égalité des femmes? Les femmes, en fait, entre elles, si elles disent, Eh, nous, on veut de l'équité avec les hommes, ben, elles sont toutes d'accord entre elles, donc elles vont manifester, mais finalement, elles manifestent pour elles. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'un jour, des hommes manifestent pour que bah, les femmes puissent avoir les mêmes droits, notamment, enfin, pas les mêmes droits, mais l'équité salariale, par exemple, ou des choses comme ça. Je trouve que manifester pour soi, il n'y a pas grand intérêt. Et donc, avoir les bonnes personnes à qui parler de ce sujet-là, ben, je suis pas sûr que ce soit la bonne chose, puisque tu vas être face à quelqu'un qui va être d'accord avec toi. Ou qui, Ouais, je en comprends ce que fait, tu veux dire. Ouais, tu vois, ouais, j'ai envie de toucher des tu, gens. tu- tu veux une réconciliation, quoi. Ben, En- moi, il me semble évident. Là, aujourd'hui, si je parle, c'est pas forcément pour des gens qui sont comme moi, puisqu'ils ont vécu la même chose que moi. Moi, ce que je voudrais, c'est prévenir et en tout cas oui, prévenir des personnes, attention, ce qui va vous arriver, parce que ça arrive à un moment ou à un autre, ce qui va vous arriver, c'est dur, c'est extrêmement dur, vous n'êtes pas prêt, on n'est pas ouais, préparé, et moi personne n'est prêt. j'aimerais qu'on soit prêt, quoi, j'aimerais qu'on soit préparé, parce que ouais, c'est un mur, c'est un tsunami, c'est difficile, vraiment, c'est très très difficile. Bah, et là, du coup, tu parles de ton expérience en France, notamment. Parce que En je sais France, pas oui, si parce ça se que j'habite passerait en France. autrement ailleurs, mais bon. Ouais, Je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en France, oui, parce que ça se passe en France. ouais, ok. Et c'est quand même incroyable, je trouve, que on soit dans un pays où on ait comment dire, du matériel de santé qui soit extrêmement évolué et qu'on ait un système de santé qui soit si faible. C'est-à-dire que Ouais. tu as n'importe quelle maladie, il existe quelque chose. euh, alors, peut-être soit pour te soigner, soit pour analyser, mais le temps qu'il faut pour trouver le chemin, je n'ai même pas le temps qu'il faut pour trouver la chose, le temps qu'il faut pour trouver le chemin pour y parvenir, ça peut durer des années. Alors que c'est des protocoles qui peuvent exister depuis justement des décennies peut-être, Voire mais des siècles. Ouais. voire des siècles. Mais Mm. on est là et en fait, ça me rappelle, il y avait une pub comme ça là où t'avais le mec perdu dans le désert avec, il trouve un plan avec un tout jaune et puis il y a un point rouge et vous êtes là. Ouais, bah ok, je vais où? Bah, c'est un petit peu ça. Et ça, Ouais, eh mais ben, ça rend fou parce que d'une, on perd du temps. Si on perd du ouais, temps, complètement. la vie professionnelle, elle est difficile, la vie personnelle, elle est difficile, la vie du malade, c'est terrible, et en fait, on supporte son malade alors que c'est pas notre métier à la base. On n'est ni infirmier, ni médecin, ni aide-soignant, ni quoi que ce soit, et on est par la force des choses obligé de l'être. Et, c'est pas notre métier. Nous, notre métier, nous, on doit accompagner quelqu'un vers le bon chemin, vers le bon protocole, voir si tout se passe bien. Et normalement, tout doit bien se passer. Mais c'est pas. Euh, mais, mais du coup, là, tu es rentré dans le sujet un peu vaguement. Ouais. Et je ne sais pas si je peux me permettre de recentrer un peu de manière à ce que tu Vas-y, précises les vas-y, choses. vas-y. Ouais. Mais en gros, ce qui t'est arrivé, donc si j'ai bien compris, tu es accompagnant de quelqu'un de très proche qui Ouais. a vécu, qui vit toujours peut-être, je sais pas où en est la situation, euh, enfin, c'est surtout toi du coup qui maintenant vit les conséquences collatérales, je sais pas, du manque de soutien des institutions françaises ou alors j'utilise des mots, pareil, je sais pas si c'est les bons hein, que j'utilise, je pense que ce sera plus simple que tu dises ce qui s'est passé, à partir de quand,
Et pourquoi justement bah, tu as envie d'en parler aujourd'hui, quoi. Quel est le processus? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le point de départ de tout ça et qui t'amène à ce que tu aies besoin, que tu veuilles en parler, alors que jusqu'ici, c'était pas forcément un sujet voilà, c'est pas un sujet qui viendrait te grignoter quelque part pour que, voilà, je sais pas comment dire. Bref, il fallait que tu le vives pour pouvoir en parler, quoi. Ouais. Ouais. Bah, on est en 2025, donc en octobre prochain, ça fera 4 ans que ma mère, qui vivait dans un appartement au rez-de-chaussée. Alors, ça avait beau être un rez-de-chaussée, c'était un petit peu surélevé quand même, parce qu'il y avait des micro-escaliers à monter. Donc, ça va faire 1 an qu'elle a sauté par la fenêtre de chez elle. Elle a sauté par la fenêtre parce que elle a vu chez elle des gens menaçants qui voulaient la tuer. Voilà. Et une petite fille présente chez elle lui a dit enfuis-toi parce que là, enfin, t'es en danger. Et donc, ben, pour échapper au danger, elle a sauté par la fenêtre. Donc, évidemment, ce sont des hallucinations. Ce sont des hallucinations. Ça s'est passé un dimanche après-midi. Je reçois un coup de fil de ma mère. Donc, je vois qu'elle m'appelle. C'est un homme qui répond. Donc, je suis surpris qu'un homme m'appelle, alors que c'est le téléphone de ma mère, c'est le numéro de ma mère. Et il me dit, voilà, j'ai appelé les pompiers parce que votre mère déambulait dans la rue pieds nus en appelant au secours. Parce que, elle pensait que quelqu'un voulait la tuer chez elle. Donc je vais à l'hôpital à l'époque, donc elle habite dans l'Essonne, c'est l'hôpital de Longjumeau. Et on ne sait pas ce qu'elle a. Elle reste une semaine à l'hôpital. On lui donne, alors je crois que ça s'appelle des antipsychotropes contre les, si je me trompe pas, hein, en tout cas contre les Ouais, hallucinations. c'est possible, là, j'ai pas le mot, mais J'ai ça, pas le mot, vu comment mais ça sonne, comme tu l'as dit, ça a l'air d'être pas mal. voilà. Si tu fais Et, ça. ça n'arrange rien. Ça n'arrange rien. Je vois ma mère dans un état vraiment comme je l'ai rarement vu. Euh, alors, il faut savoir qu'il y avait des signes quand même. Elle s'est retrouvée toute seule en plein Covid. Et quand je l'avais au téléphone, elle me disait souvent que ben, les voisins, les murs étaient fins et que les voisins, quand elle parlait au téléphone, tapaient au mur et même qu'elle entendait chuchoter en disant que cette femme est insupportable. Et voilà, quoi. Donc, il y avait une forme de paranoïa. Donc, pas Hum. très. Bon, comme ça peut arriver, moi j'ai déjà vu des voisins hystériques ne pas aimer le bruit de la télé, ils pètent un câble. Donc je me suis dit, c'est Ouais, ouais, quelque chose ouais, comme ça ça. arrive, ça. Ouais. Et donc elle se retrouve à l'hôpital et au bout d'une semaine, le psychiatre donc, de cet hôpital qui fait une visite par semaine le vendredi, donc il veut me voir. Donc j'y vais le vendredi à 11 heures. Ça faisait un peu moins d'une semaine qu'elle y était. Et il me dit, bah voilà, votre mère, est-ce qu'elle prend des drogues? Bon, je lui dis que non. Il me dit parce que en fait, ce qu'elle voit, ça raconte une histoire. Il me dit souvent, quand on a des hallucinations, on voit peut-être des éléphants roses ou des choses comme ça. On peut tout voir, mais ça ne raconte pas d'histoire. Là, elle me dit, il y a une histoire structurée. Donc, elle voit des gens elle voit un oncle avec une petite fille. Enfin, elle voit des choses qu'elle peut raconter, raconte une histoire. Et ça, c'est typique de personnes qui prennent des drogues. Bon, je dis non, évidemment, elle ne se drogue pas. Et donc, il me sort un papier avec un stylo et il me dit, bon, bah voilà, il ne vous reste plus qu'à signer. Et je dis, mais signer quoi? Ben, elle me dit, bah, son internement en hôpital psychiatrique, moi je suis limité ici. On a fait des analyses, tout va bien, physiologiquement, elle n'a pas de problème, c'est dans la tête. Donc là, c'est hôpital psychiatrique. Bon, Ouais. c'est un peu violent pour moi, donc je lui dis que je dois d'abord parler à mes frères. Et, euh, et donc, bah, ce qui en ressort, c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle a, donc évidemment, elle ne peut pas retourner chez elle comme ça. Donc, je signe ce papier. Euh, bon, je raconte pas comment elle s'est retrouvée dans cet hôpital psychiatrique. Ils l'ont joué un petit peu à vol au-dessus d'un nid de coucou. Il y a deux mastards qui sont arrivés en disant maintenant, faut nous suivre parce que votre fils, il a signé votre internement en hôpital psychiatrique. Donc, bon, ma mère qui est surprise, choquée.
Voilà. Heureusement. Bah oui, Voilà. ça Donc, devait être heureusement, affolant. il y a une infirmière qui l'a rassurée. Et elle s'est retrouvée en hôpital psychiatrique pendant 3 mois. Ouais, quand même. Donc, novembre, décembre, jusqu'à fin décembre. Au début janvier même. Ouais, début janvier, donc 3 mois et demi à peu près. Euh, il s'avère que ils ont continué à lui donner des médicaments. Au début, ça fonctionnait, et puis elle a continué à avoir des hallucinations. Ça fonctionnait pas. Physiquement, elle avait tendance à se recroqueviller sur elle-même. Enfin, il y avait des signes physiques et mentaux. Et puis, j'ai commencé à raconter tout ça, et on m'a parlé d'une maladie à corps de Lévy. Alors, la maladie à corps de Lévy, je me suis renseigné un petit peu là-dessus. J'ai vu que c'était une sorte de cocktail entre Parkinson et Alzheimer avec hallucination visuelle et auditive. Et j'en ai parlé donc au médecin à l'hôpital qui m'a dit, oula, si c'est vraiment ça, il faut qu'on arrête tout de suite les médicaments parce que ça empire cette maladie. Ouais. Il faut savoir qu'on se retrouve dans une situation en plein Covid où c'est le drame, le pays est presque à feu et à sang, et que ma mère refuse de se faire vacciner parce que elle entend des choses diverses et variées, elle refuse. À l'hôpital, on ne peut pas la vacciner tant qu'elle refuse, même si elle n'a pas toute sa tête. C'est comme ça. Et il s'avère qu'elle doit faire un IRM pour pouvoir déterminer ce qu'elle a d'un point de vue cérébral. Donc, elle fait cet IRM et je n'ai pas les résultats. On ne me donne pas les résultats, je les demande, on botte en touche. Bon, je cherche, je cherche. Je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, le médecin me dit, bon, on n'a pas fait forcément l'IRM qu'il faut parce que la personne qui a fait l'IRM s'est trompée. On a d'autres résultats qu'on voulait, mais on ne sait pas trop. Bon, la personne qui a fait faire l'IRM était un peu fâchée parce qu'elle n'était pas vaccinée. Enfin, une espèce d'histoire un peu abracadabrante. Euh, et je lui dis, bon, quand est-ce qu'il faut refaire cette IRM? Il me dit, bah, pas avant 3-4 mois, là. J'ai dit, bon, ok. Je dis, mais Ah oui. comment ça? Il s'est trompé et tout. Bon, je n'ai pas non plus envie de faire de scandale. C'est comme ça. Mais en tout cas, il s'avère que on se retrouve face à une personne qui disait, je vais pas, moi, faire une IRM pour quelqu'un qui refuse de se faire vacciner alors qu'il y a des gens qui meurent. Bon, c'était un peu bizarre. Bon, écoute, j'ai mis ça un peu entre parenthèses. Et très vite derrière, c'était un jeudi, je me souviens, j'étais en plein travail. On m'appelle, de l'hôpital m'appelle à 15 heures pour me dire, faut venir chercher votre mère. Je dis, ok, quand? Elle me dit, bah, aujourd'hui avant 18 heures. Et je dis, mais là, je suis à Paris, je travaille, justement, je finis pas avant 18 heures, je pourrais jamais être là. Il me dit, bah là, c'est 18 heures, sinon on la met dehors. Il y a des cas de Covid à l'hôpital, on veut pas qu'elle l'attrape puisqu'elle n'est pas vaccinée. Euh, donc, euh, donc, faut venir la chercher. Et c'est mon frère qui est le plus proche, lui, qui vient la chercher, du coup. Et on se retrouve chez elle. Elle a on ne sait pas quoi et on ne sait pas quoi faire. Elle ne peut ni aller à l'hôpital, ni aller à l'hôpital psychiatrique. Son médecin traitant est parti à la retraite. On se retrouve juste avec une IRM à faire dans 4 mois et un rendez-vous à l'hôpital gériatrique que l'hôpital psychiatrique avait pris, mais pareil, dans plusieurs semaines. Donc, on ne sait absolument pas ce qui se passe, on ne sait absolument pas ce qu'elle a et on ne sait pas quoi faire. Mais, ouais, pardon. Mais à ce moment-là, on était toujours en période Covid, du coup, hein. Oui, C'était ouais, encore ouais, là. on était On fait encore toujours. en période Covid. Et par contre, il allait avoir quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une espèce de variant là où tout le monde l'a chopé, mais qui était vraiment très très faible. Et Ouais. c'est ce variant en fait finalement qui a fait que le Covid s'est définitivement arrêté. Enfin, en tout cas, c'est arrêté et que on À a partir arrêté de de ça. parler de vaccination et que la vie a repris son cours. Ouais, ok.
Ok, Euh, ok. mais du coup, on fait ce rendez-vous à l'hôpital gériatrique où on nous pose vraiment énormément de questions, à moi à elle et moi, pardon. Et on nous dit, revenez une fois que vous aurez l'IRM. Bon, on fait l'IRM et c'était du coup, en 2022, en mars à avril 2022, avril 2022. Donc j'ai cherché, j'ai demandé un rendez-vous, on m'a dit on vous rappelle. Voilà, ça fait depuis avril 2022 qu'on doit me rappeler. Ah, ah vraiment? Ouais, 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 Donc ouais, ouais, ouais. ça fait 3 ans, du coup. Ouais, 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 ça fait 3 ans qu'on doit me rappeler. Pour donner je donne le nom, hein, parce que je donne le nom, c'est à Ballainvilliers, je sais plus, attends, comment il s'appelle, bref, c'est un hôpital gériatrique à Ballainvilliers. Et, Ok. voilà, Donc là, t'as pas. j'ai appelé pendant une semaine. Donc j'appelle, je dis bonjour, voilà, j'ai les résultats de l'IRM, est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous? Oui, oui, on vous rappelle. Ok, j'attends un jour, 2 jours, 3 jours, on ne me rappelle pas, donc je rappelle. Je dis bonjour, je voudrais un rendez-vous à l'hôpital. Ah, bah là, oui, oui, on vous rappelle, le médecin est en vacances ou je sais pas quoi. Bon, ok. Tu Ouais. rappelles une semaine plus tard, ah bah là, il est en week-end. Bon, ok. Tu rappelles une semaine plus tard, ah bah là, il est en urgence, mais il finit à 16 heures, mais il vous rappelle demain, promis. Bon. Et puis à un moment, eh ben, on arrête de te répondre. Je sais pas comment, pourquoi, tu appelles. Et comment dire, un message d'attente. Et puis, en fait, tu as le message d'attente toute la journée. Et donc, j'ai appelé tous les jours. Et j'ai eu le message d'attente toute la journée, tous les jours, pendant une T'as semaine. été, t'as été filtré, quoi. C'est-à-dire Pendant une qu'ils voient semaine. ton numéro de téléphone. J'irai pas jusque-là. J'irai pas Ouais. jusque-là, parce que ça, c'est de l'accusation. Euh, mais en tout cas, on ne te répond plus. Donc, bah, on ne me Ok. répond plus. Qu'est-ce que je fais? Bah, j'y vais. Ah oui. Ah bah oui, j'y vais. Donc je prends une journée, j'y vais. Et, j'y vais. Et donc je vois deux secrétaires qui discutent pendant que je vois les téléphones, bip, bip, tout rouge. Tout rouge. Poup, 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 poup. Et je fais bon, ok. Et je leur Ah, dis, c'est bah, plus que du filtre alors. Ouais, excuse-moi, parce que je t'ai dit t'as été filtré, c'est parce pour qu'on ça que je aurait te pu dis, voir. c'est pas du filtre, c'est juste C'est que pas ça, oui, parce que du coup, t'as pu je voir pense sur place. elles sont matraquées d'appels et que Oui. à un moment, mais en même temps, je me dis, bon, si je réponds à tous les appels, est-ce que je peux faire mon travail administratif à côté? Je suis pas sûr non plus. Ouais, non, c'est certain, c'est certain. Ah, Mais donc, bon, là, en même temps, là, t'arrives au moment où elles sont en train de discuter, qu'elles font, bah, je sais pas ce qu'elles font, peu importe, mais voilà, c'est. Donc, du coup, tu interviens, enfin, tu les interpelles. bah, je les interpelle, oui, bien sûr, et je leur dis, bah voilà, moi j'attends depuis un moment un rendez-vous pour ma mère, quoi. Et ils me disent, ah bah oui, bah on va vous rappeler. Ah bah là, ça fait quoi? Ça fait 6 mois. Ah non, mais ça c'est classique, hein, c'est à peu près les délais normaux. On va vous rappeler, hein, vous en faites pas. Eh ben attendez, bougez pas. On va prendre les résultats de votre IRM et puis on revient vers vous. Donc oui, l'hôpital, je le donne le nom parce que c'est un scandale pour moi, je trouve. Enfin, ça s'appelle les Magnolias à Ballainvilliers. Voilà, au moins c'est fait. Si on me pose la question, bah recherchez ma mère, hein, vous la trouverez peut-être, ou vous trouverez peut-être plusieurs mères, puisque vous vous rappelez pas. Voilà. Donc je pars de là et je me retrouve encore une fois. Bah, avec une résultat du IRM, je ne vois pas ce que c'est. Il y a écrit négatif partout dessus. Et je ne Elle sais était pas en ce qu'a ma errance. mère. Et on Ouais, est au mois d'avril-mai. Donc, je ne sais toujours pas ce qu'elle a. ouais. Je cherche un médecin en parallèle, un médecin traitant. Donc, tous les médecins du coin, parce qu'elle habite Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, pour un généraliste, il faut 2 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois d'attente. Donc, si tu as une grippe, ben, je sais pas comment tu fais, hein. C'est, voilà. Et les médecins généralistes ont des quotas pour prendre des gens en tant que médecins traitants. Donc, la plupart bah, ont atteint leur quota, donc ils peuvent plus prendre de nouvelles personnes. Et j'ai trouvé un médecin pas trop loin de chez elle qui m'a dit, moi, je peux pas la prendre en tant que médecin traitant puisque bah, j'ai atteint mon quota.
Ouais. Donc, je Ouais. lui explique ce qui s'est passé. Et ce garçon, cet homme charmant, me dit, ben, je vois pas trop en quoi je peux vous aider. J'ai- Là, je comprends pas trop. Et je lui dis, ben voilà, j'ai ce résultat d'IRM. Qu'est-ce que je peux faire? Donc il regarde, et puis il regarde le truc, et il me dit, bah là, en fait, ils ont cherché des cellules cancéreuses au niveau du cerveau, et il semblerait que tout soit négatif. Je fais, OK. Et je lui dis, mais j'ai aussi cette IRM qui date de il y a 4-5 mois, qu'on avait fait à l'hôpital psychiatrique. Et là, il regarde, il me dit, oh tiens, il y a un truc là, qu'est-ce que c'est? Il tape à sa machine, il recherche et il me dit, ah ben voilà, c'est écrit là, c'est une DCL. Alors je dis, je sais pas ce que c'est qu'une DCL, et puis il cherche lui-même, hein. Et puis il dit, bah, c'est une démence à corps de Lévy. J'ai dit, Ouais. ok. Il me dit, bah en fait, votre hôpital psychiatrique ne vous l'a pas dit. Je dis, bah non, moi, ils m'ont renvoyé. Il me dit, bah en fait, c'est très simple. La maladie à corps de Lévy, c'est neurologique, c'est pas d'ordre psychiatrique. Donc eux, bah, ils lui ont, pourquoi ils vous ont dit de la prendre? C'est parce que bah, ils n'avaient plus aucun intérêt à l'avoir puisque c'est plus de leur ressort. C'est pas psychiatrique, c'est neurologique. Donc ça, on vous l'a pas dit. Il dit OK. Et je dis mais là, je suis allé à l'hôpital gériatrique. Il me dit oh bah alors là, il me dit mais tout le monde maintenant veut se débarrasser de la patate chaude, hein. Si ils vous l'ont refilé à l'hôpital gériatrique vous rappelle pas, les médecins vous rappellent pas. Il me dit un médecin généraliste hein, qui me le dit, hein. Et il me dit vous vous attendez pas à ce que on vous aide comme ça. Et je fais bon, ok. Et il me dit, bah, je lui dis, bah, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, bah, c'est neurologique, donc allez voir un neurologue. Bon, je cherche un rendez-vous avec un neurologue, il y a Doctolib qui existe. Doctolib, alors Doctolib, c'est hyper efficace, notamment sur Paris. On peut avoir un rendez-vous entre 24 et 3 jours, entre 24 heures Ah et ouais. 3 jours. Ah oui, c'est extrêmement rapide. Ah ouais. Bah, t'as de la chance d'être sur Paris pour ce coup-là, ouais. Parce Ouais, que ouais, ici en ouais, ouais, Bretagne, ouais. c'est pas Oui, pareil. oui, 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 Ouais. oui, oui, cette appli, franchement, je pense qu'elle change la vie de beaucoup de Parisiens. Mm. Je sais qu'en province, il y a du désert médical, c'est compliqué. Ah ouais, complètement. Ouais. Ouais. C'est très lourd ici. Enfin Donc, bon. je prends rendez-vous avec une neurologue. Donc, je lui explique la situation. Voilà, j'amène ma mère, elle a une maladie à corps de Lévy. Et, euh, et elle me dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Je lui dis, ben, je sais pas, on m'a dit que c'était neurologique. Ah oui, mais bon, moi, je peux rien faire, ça se soigne pas. Ma mère est juste à côté, hein. Ah oui. Ah Comme si ouais, elle pouvait pas comprendre ce qui se disait, quoi. ma Ouais. mère est juste à côté, hein. Et là, moi, je suis choqué. Elle baisse la tête. Et je lui dis, mais il y a rien à faire. Il dit, bah, je sais pas, elles sont violentes, ces visions. Madame, vous voyez quoi? Elle dit, ben, j'ai vu des enfants. Oh, bah, c'est des visions enfantines, hein? Oh, bah, ça va. Non, mais ça va, vous allez vous y faire. Ah, je déteste quand ils font ça. Et donc, je me retrouve face à une femme qui me parle à ma mère comme à une demeurée. Et Ouais, ouais. j'ai la moutarde qui monte. Et pourtant, franchement, je suis probablement la personne la plus calme au monde. Je suis compréhensif, il n'y a aucun problème. Ça peut pas se soigner, ça peut pas se soigner. Je veux dire, voilà. Mais la manière dont Ah non, mais on parle, c'est difficilement tenable. Là, ce c'est que tu me c'est- racontes, moi, ça me c'est- rappelle plein d'anecdotes. Mais ouais, ouais, je c'est comprends. terrible. Et puis derrière, bah, c'est 75 euros. OK, Ouais. merci. Merci, au revoir. Euh, donc, je me dis, bon, là, c'est pareil, mais t'es toujours tout seul, hein. C'est-à-dire que Ouais, là, ouais. t'es seul au monde, avec une Mm. mère qui voit des choses, tu sais pas quoi faire, tu sais pas ce que tu... C'est absolument terrifiant, c'est terrible. Les seuls, C'est- la seule qui ont de la compassion à un moment, c'est les assistantes sociales, parce que finalement, c'est pour commencer, c'est les seuls avec les neurologues qui savent ce que c'est qu'une maladie à corps de Lévy. J'ai cherché, tu vois, par exemple, un exemple tout bête, hein, j'ai été faire à l'époque un certificat médical pour faire du sport. Donc, je demandais aux généralistes, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une maladie à corps de Lévy? Ah non, j'ai jamais entendu parler de ce truc-là. Bon. Ma mère fait de l'hypertension, donc il y avait des renouvellements de médicaments contre l'hypertension. Donc, je faisais faire le renouvellement à un généraliste. En parallèle, je posais la question, vous savez ce que c'est qu'une maladie à corps de Lévy? Oh non, jamais entendu parler de ce truc.
On est allé voir un cardiologue pour vérifier que tout allait bien au niveau cardiaque, au niveau du cœur. Vous connaissez une maladie à cœur de la vie? Oh non, pas du tout, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ouais, Bon, ok. Je peux t'en citer plein, hein. Je suis allé voir les ophtalmos, ils savent pas ce que c'est. Mais le plus choquant, c'est plutôt les généralistes. Les généralistes ne savent pas ce que c'est qu'une maladie à corps de Lévy. Donc, si certains nous écoutent et savent ce que c'est, désolé pour vous, mais j'ai dû franchement poser la question à une dizaine de généralistes. Une dizaine. ouais. J'en ai Et C'est trouvé un seul qui savait. Un seul qui c'est vrai, savait. ouais, Un ouais. seul qui C'est vrai. savait. Et lui, je lui ai du coup demandé s'il voulait bien être le médecin traitant de ma mère. Et il m'a dit, bon, j'ai mon quota, je peux pas normalement la prendre, mais je la prends quand même. Mais par contre, promettez-moi de chercher quelqu'un d'autre en parallèle. Donc, Ouais. c'est ce que Ouais, il a j'ai été fait. cool. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, il m'a bien expliqué ce que c'était qu'une maladie à corps de Lévy. Et pas de problème là-dessus, hein. Il me disait effectivement, il n'y a pas vraiment de traitement dessus. Donc moi, en parallèle, évidemment, je me suis renseigné sur tout ce qui pouvait exister. D'ailleurs, une anecdote, un truc très bête, hein, mais je tombe sur une série télé euh, que j'aime bien parce que ça se passe en Martinique, parce que je suis originaire de la Martinique, qui s'appelle Tropique criminel. J'adore cette série. Elle est super sympa. Et dedans, Elle passe, excuse-moi, je te fais une interruption, juste à titre, pour savoir, pardon. Ça passe où? Elle passe sur quelle sur France Télé, plateforme? c'est France 3, je crois. France 3? D'accord, Ouais, ok. d'ailleurs, il y a la dernière saison là, qui va arriver cet hiver. C'est sympa. Ah, Non, mais on en va passer fait, un peu plus de temps dans notre canapé. je regarde un Vas-y. épisode et il y a le médecin scientifique là, de la police qui arrive et qui dit ce type-là prenait tel médicament, ça, 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 ça. Ok, qu'est-ce que c'est? Bah, ce sont les trois molécules qui sont utilisées contre la maladie à corps de Lévy. Et là, je fais un bond sur mon siège. Je me dis comment c'est possible qu'une série télé me donne une information pareille? Un Ah oui, truc, ah oui, puisqu'en un plus truc personne ne familial. connaît, et genre une série une- C'est une te sitcom le parle. truc, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est une sitcom le truc, hein. Une petite série qui sort de nulle part qui me donne une information pareille. C'est même pas Doctor House, quoi. Ah ouais, non, non, c'est même pas Doctor House, c'est vraiment le truc incroyable. Donc bon, Ouais. alors là, je viens avec mon information sous le bras, je reprends ma mère, je retrouve un nouveau neurologue, et là, le mec, je lui dis, je veux ça. Et là, le mec, il me regarde, il me dit, non, mais pour qui vous vous prenez? Vous êtes pas médecin. J'ai dit, non, non, mais j'ai dit, bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Il me dit, mais il n'y a rien à faire, il n'y a aucun médicament qui existe. J'ai dit, ok, la L-Dopa, c'est quoi? Bah, c'est de la dopamine. Ok, ça, c'est quoi? Bah, c'est pour le traitement contre l'Alzheimer. Ok, ça, c'est quoi? Ça, c'est le traitement contre Parkinson. Ok, bah, dis donc, trois molécules qui font face aux symptômes de cette maladie-là, vous essayez même pas. Il me dit non, 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 non. Et je dis bah moi je veux essayer quelque chose. Et là, il me sort un truc du chapeau. Il me dit ah bah il existe un médicament contre les hallucinations, mais c'est très contraignant parce que ça nécessite d'avoir au moins une prise de sang par semaine pendant les 3 premiers mois. Je dis ah bah voilà, on va commencer peut-être par ça. Donc effectivement, là, j'ai eu mon médicament, mais en réalité, je me suis rendu compte à ce moment-là que quand je vais voir un médecin, il faut que je sache ce que je veux. Il faut que je sache ce que je veux. Et l'autre information aussi, c'est que si je n'avais pas parlé de cette maladie-là, je n'aurais pas trouvé quelqu'un qui m'a dit, tiens, ça me rappelle tonton Michel là, qui a eu la même chose, qui s'appelle une maladie à corps de Lévy. C'est pas les médecins qui trouvent. C'est Oui, l'expérience de quelqu'un qu'on connaît qui nous amène vers la bonne piste. Et moi, de mon côté, quand j'ai eu un ami qui m'a dit, oh, c'est terrible, qui habite dans un autre pays, il est fils unique, et il me dit, ma mère, elle a fait une crise, elle a des hallucinations, il lui arrive ça, il lui arrive ça, elle a été internée à l'hôpital, il lui donne tel médicament. Et je lui ai dit, alors, tu vas arrêter tout de suite, tu vas demander si c'est pas une maladie à corps de Lévy, tu vas faire ça, 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 tu vas demander ça, 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 ça. Et ben, par rapport à moi, il a gagné 3 ans. Parce que moi, j'ai putain. mis 3 ans avant de mettre en place tout ce qu'il fallait.
Et bien lui, Ouais, il est arrivé, je lui ai dit le truc, et ça, il a gagné 3 ans. Et 3 ans de souffrance, de stress, de tout ce qu'on veut. Donc, ouais, c'est pour ça que je parlais de solidarité à très grande échelle. C'est que il faut parler de ce qu'on a, il faut parler de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, parce qu'on croise toujours quelqu'un à qui il arrive les mêmes choses. Il y a toujours une information qui ressort, on connaît quelqu'un qui a fait telles études ou qui a eu telle expérience, et il n'y a que entre nous finalement que ça peut bien se passer. Euh, Finalement, j'ai envie de dire, enfin, j'ai envie de dire, on vient de changer de Premier ministre et on nous parle de budget en ce moment. On nous parle de budget. Il faut faire 44 milliards d'économies, 44 milliards de je sais pas quoi. On veut pas taper les riches, il faut taper les riches. On veut faire des économies en déremboursant certains médicaments, enfin les médicaments euh, ou en tapant sur la santé, ou on veut ponctionner sur les retraites. Enfin, il y a tout un tas de pistes comme ça, enlever un jour supplémentaire, un jour férié, pardon, pour gagner de l'argent. ouais, Mais, ouais. mais en réalité, franchement, je vais être très honnête. Et là, c'est vraiment une piste. Là, je m'adresse à tous les politiques possibles et imaginables. Commencer par faire un système qui fait que quand on a un problème médical, on aille vers sur la bonne route. Parce que 3 ans comme ça, mais je ne sais pas combien d'argent j'ai pu dépenser, combien d'argent j'ai pu dépenser en médecin, en, en analyse, en choses diverses et variées qui ont servi absolument à rien. Et je ne parle que de mon expérience personnelle. On est quand même, je ne sais pas, à plus de 60 millions de Français. Euh, C'est... Si on est bien plus efficace, je jure qu'on peut faire des économies de dingue. J'en suis plus que convaincu. Je ne sais pas combien j'ai dépensé en médical, alors que si on sait tout de suite ce qu'il faut faire, on sait tout de suite vers qui s'adresser, mais non seulement on est efficace, mais en plus, enfin, on arrête le gaspillage. Ça, c'est fou. Aujourd'hui, pour trouver son chemin, vaut mieux demander à ChatGPT que de chercher soi-même. Mais je le dis avec le plus grand sérieux du monde. C'est horrible, hein, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, ChatGPT est bien plus efficace dans l'orientation que n'importe quel médecin. Non, mais c'est vrai parce que ChatGPT a cette particularité, c'est de pouvoir chercher dans le panel d'informations qui a déjà été publié sur la toile. Alors, c'est non seulement dans le panel d'information, mais j'imagine aussi dans les avis. Parce que finalement, moi, je parle d'un réseau social à grande échelle où chacun donne son expérience. Mais si cette IA va chercher aussi les avis divers et variés et trouve une solution, ben, tant mieux. Et ça, Hmm. c'est un vrai problème. Moi, si je te parle Là, ma mère, elle est en EHPAD aujourd'hui depuis 5 mois maintenant. Mais si je te parle aussi de mon parcours depuis un an, juste la dernière année, mais entre octobre et décembre, j'ai vécu un enfer. Mais j'ai vécu un enfer. C'est-à-dire que j'ai tapé je me suis fait un burn-out plus. Euh, alors, un burn-out classique, tu peux rester chez toi au fond de ton lit, à ne plus bouger, à pleurer et à avoir envie de mourir. Bon. Mais le burn-out, comme je l'ai vécu, en fait, il fallait en plus que je continue de m'occuper de ma mère. Donc Ouais. j'ai eu des maux de dos jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore mal au dos. Euh, Enfin, c'est absolument terrible. Je donne un autre exemple. Elle a une boule au niveau du ventre qui est sortie un jour. Donc, sachant pas ce que c'est, on va voir son médecin traitant, puisque son médecin traitant, c'était le meilleur, hein, celui qui avait trouvé la maladie à Cordelévy. Et là, il me dit, ça ressemble à une hernie de la ligne blanche, et pour ça, il m'a envoyé vers un spécialiste. Ce spécialiste, je vais le voir, il me dit, bon, c'est bénin. En gros, là, vous avez 90% de chances qu'il ne se passe rien
quand elle aura 15 ans de plus. Dans 15 ans, elle aura 90% de chances qu'il ne se passe rien. Donc aujourd'hui, on arrête là. Ok. Toi, il me donne une statistique pour ces 15 ans plus tard. C'est un Les peu 15 ans à bizarre. venir. Ouais. Ouais, c'est même pas dans les 15 ans à venir, c'est dans 15 Oui. ans. Ce qui se passera dans 15 ans, jour pour Dans jour, quoi. 15 ans, elle aura Ouais. 90% de chances ou 10% de chances que ce soit grave. Elle n'aura que 10% de chances que ce soit grave. Dans 15 ans. Hmm. C'est Euh, bizarre comme statistique, d'ailleurs. c'est bizarre comme À faire. statistique. Mais tu sais, Ouais. il y a une statistique bizarre, hein. Je crois qu'il y a une statistique qui dit que deux tiers des malades, des malades souffrant de la maladie à corps de Lévy ne savent pas qu'ils ont une maladie à corps de Lévy. Donc, comment on fait une statistique sur des gens qui ne savent pas qu'ils ont une maladie? Oui, c'est sûr que après on peut remplir le tableau avec les chiffres qu'on veut, quoi. Voilà, Euh, donc c'est un peu étrange. euh, Non, mais voilà, il s'est passé plein de choses. Enfin, franchement, le médical, j'en reviens, c'est absolument terrifiant. Euh, ouais. je fais une visite de contrôle chez son gynéco. Son gynéco me dit, oh là là, il y a des polypes au niveau de l'utérus, il faut enlever avant que ce soit cancérigène, cancéreux, pardon. Euh, il m'envoie vers une clinique, et celle-là, j'ai pas de honte à la donner non plus. On va avoir tous les noms. Ah bah Ah bon, attends. après cette vidéo, faudra plus aller nulle part, Ah les bah gars. oui, la clinique de l'Ivette, fantastique. La clinique de l'Ivette, elle se fait opérer. Alors là, la clinique de l'Ivette, comment dire, un braquage absolu. Ils te prennent un argent phénoménal, c'est-à-dire qu'elle doit se faire opérer, mais tu as un surplus de 700 balles. Le radiologue, il prend 500 euros. Le médecin, il prend 700 balles. Tu fais une IRM, il faut rajouter 50 ou 100 euros. Euh, bon, elle aura besoin d'une télé après son opération. Vous voulez pas louer la télé? Ouais, ok, combien? Ah bah, il y en a pour 70 ou 80 balles. Tu regardes la télé, c'est une Game Boy. Je pense que Oui. tu l'achètes dans le commerce, elle coûte 120 euros, même pas. Ah, ouais. Et elle, c'est absolument terrible, hein. Je l'amène un jour à 13 heures dans cette clinique pour qu'elle se fasse opérer. Donc, je dois la récupérer le soir pour la ramener chez elle. Euh, bon, 18 heures, toujours rien. 18h30, toujours rien. 19 heures, ah bah, on part au bloc. Elle part au bloc, elle revient un quart d'heure plus tard. Je dis donc, c'était rapide. Ah oui, non, on l'a pas opéré. Ah bon, mais pourquoi? Ah bah, le médecin viendra vous dire pourquoi, mais en fait, on l'a pas opéré. Bon, on l'a pas opéré. Euh, le médecin arrive une heure et demie plus tard, donc il est 20h30 quand il arrive. Il me dit ouais, j'ai une urgence vitale. Il a fallu que j'opère une femme qui perdait du sang, machin, truc. Donc je suis désolé, mais bah, du coup je l'opère demain matin. Je dis bah ouais, mais non, moi je suis pas disponible demain matin. Enfin, c'est compliqué demain matin, quoi. Il me dit ok, bah la semaine prochaine. Je l'opérerai la première, pas de problème. Vous me l'amenez enfin, vous l'amenez jeudi soir, pardon. Vous l'amenez le jeudi soir, on l'opère le lendemain matin et vous la récupérez le vendredi après-midi. Bon, je l'amène le jeudi soir et il la récupère, il l'opère, pardon, le vendredi vers 16 heures. Bon. Donc moi j'arrive Ok. comme une fleur, elle venait de sortir du truc, elle était mais, complètement défoncée par une anesthésie. Par l'anesthésie, elle tenait, voilà, elle tenait plus à un pantin, hein, elle tenait plus. Et je regarde l'infirmière, je dis, mais là, elle peut pas sortir ce soir. Donc il y a une infirmière qui dit, ah non, là, dans son état, non, elle peut pas sortir. Et puis l'autre qui lui tape un petit peu, qui lui met un petit coup de pied en mode, attendez, attendez, on va voir, on va voir, on va voir. Si, si, il faut qu'elle sorte ce soir. Si, 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 il faut qu'elle sorte. Mais franchement, ma mère, c'était un poids mort. Elle ouvrait même pas un œil, c'était hallucinant. Je dis, mais je peux pas la récupérer dans cet état-là. Euh, et l'infirmière qui arrive avec un gant mouillé, qui lui passe le gant sur le visage. Madame, faut vous réveiller, madame, faut y aller. Une autre qui arrive avec un fauteuil roulant. Et là, pareil, tu as envie de prendre les deux et de les jeter par la fenêtre, hein. Et encore une fois, je te dis, je suis vraiment le mec le plus patient du monde, quoi. Et je lui dis, bon, plutôt que de m'énerver, je vais la ramener chez elle, parce que là, ça, c'est pas possible, quoi. Et donc, tu soulèves un poids mort.
Je la Ouais. ramène chez elle. Le médecin qui me dit en partant, enfin avant de partir, ouais, non, tout s'est bien passé. Bon, il y aura peut-être deux, trois petits saignements, mais rien de foufou, c'est normal. On se revoit d'ici un mois. Ouais, bah, les saignements, ils ont duré une semaine. Pendant une semaine, elle saignait, quoi. On ne savait pas ce qu'elle avait. Moi, je l'ai amenée du coup chez son généraliste qui, lui, contacte l'hôpital un hôpital à Corbeil. Tu vois, je donne encore le nom. Et il me dit, il appelle, il fait, voilà, j'ai une urgence, il y a son fils qui l'amène, il y a une probable anémie, est-ce que vous pouvez faire une vérification post-opératoire? En parallèle, moi, j'ai appelé la clinique pour avoir le médecin. Donc, bah, ils sont pas ouverts le lundi. Je crois que tu peux appeler du mardi au jeudi ou un truc comme ça, entre 11h et 15h, enfin un truc. Entre 9 heures et Non, 16 non, heures. mais Ouais. enfin, faudrait que je vérifie, mais Entre 9 heures et 11h30 et puis entre 13h30 et ouais, 14 heures. ouais, un truc de fou comme ça. Le mardi et le jeudi. Oui. Et Je puis vois. l'infirmière enfin la secrétaire qui me dit, bon, j'appelle le médecin, enfin, je vais vers le médecin et je reviens vers vous. Bon, je reçois une notification Doctolib, prise de sang à faire de l'hôpital, enfin de la clinique de l'Ivette. C'est-à-dire qu'elle De la est allée voir le clinique. médecin, elle est allée voir le médecin, plutôt que de me rappeler, elle m'envoie une notification Doctolib pour faire une prise de sang. Ah, donc en gros, si tu n'avais pas regardé ton application Doctolib, déjà en plus, tu l'aurais pas su. Alors, je l'aurais su parce que j'ai une notification, Oui, toi, tu demandes à voir les notifs. Ouais. j'ai une notif, mais pas pris le soin de me rappeler. Et en Ouais. plus, je lui dis qu'elle est en train de perdre du sang, qu'elle ne tient plus debout, que ça va pas, qu'elle est pas bien du tout. Donc, elle me dit, on va aller faire une prise de sang. La réponse que j'attends, moi, c'est amenez-la moi de toute urgence. Non, non, c'est Bah oui. prise de sang. Non, Donc, non, mais on a un système de santé formidable, hein. Mais moi, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de cracher sur quoi que ce soit. Mais je sais pas si je vais avoir le temps de le faire. Mais on a un système de santé formidable actuellement. je me retrouve à cet hôpital de Corbeil et il y a quatre personnes devant nous. Bon, quatre personnes devant nous. Donc, Quatre personnes, 6h30 d'attente. non, non, mais quatre personnes, j'arrive devant la secrétaire et tout, qui me dit oui, oui, on va venir vous voir. Une heure, deux heures, trois heures. Et j'y vais et tout. Je dis, mais j'ai même pas donné son nom encore, hein. Je dis, mais j'ai même pas donné son nom. Oui, 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 on vient vous voir, on vient vous voir. Et là, il y a un gars qui est assis là, qui me dit il est, quelle heure il devait être 16 heures par là. Et le type me dit moi, je suis là depuis 11 heures. Et il y a que quatre personnes. Et ça n'a pas bougé, quoi. Et ça n'a pas bougé. Et je fais, bon, bah, laisse tomber. Je rentre à la maison. Je rentre chez moi avec ma mère qui est presque dans un état comateux. C'est limite dangereux ce que je fais, hein, vraiment, hein. Oui, oui, Je oui, parce qu'elle peut très bien à tout moment chuter, ouais, mal ouais, chuter, ouais, quoi. ouais, je la Ouais. ramène et là, elle commence ouais, elle dort, elle dort, elle dort, elle dort, elle dort. Et puis, elle se réveille. Et puis là, elle appelle au secours. Elle appelle son père au secours. Euh, Euh, elle voulait aller aux toilettes, mais elle avait peur d'aller aux toilettes. Donc, je l'ai portée, moi, jusqu'aux toilettes. Euh, elle hurlait comme si enfin, je sais pas, c'était un monstre, elle était entourée de monstres. Enfin, c'était vraiment, c'est la pire scène que j'ai vécue de ma vie. C'est la pire nuit que j'ai vécue de ma vie, vraiment. Et Euh, là, tu étais chez elle? ouais, j'étais chez elle avec elle. Ok. Ok. Et j'étais épuisé, j'avais mal au dos, je savais pas quoi faire. J'étais dépité, j'étais vraiment, vraiment, vraiment au bout du bout de ce que j'avais pu faire. Et là, bah, j'appelle les pompiers. J'appelle les pompiers et je dis, ça va pas, enfin, faut la prendre, quoi. Mais les pompiers arrivent, les pompiers extraordinaires. Ils font vraiment tout l'historique. Ils sont restés quand même longtemps avec nous, pour au moins une heure, je dirais, à faire refaire tout l'historique, tous les détails, qu'il a tout noté sur sa feuille, etc. Il me dit, c'est pour donner aux médecins. On va aller dans un hôpital tout neuf à Saclay. Donc, hôpital tout neuf.
dans l'Essonne. Et donc, elle va là-bas. Et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens aux urgences, là, pour le coup. Il y avait peut-être, je sais pas, une cinquantaine de personnes aux urgences, facile. 50, 60 personnes. Et une charmante secrétaire qui me dit, bah là, rentrez chez vous, de toute façon, vous aurez aucune nouvelle avant cette nuit. Donc, on vous rappellera, ça sert à rien de rester là, on vous rappelle. Et effectivement, on m'a rappelé en pleine nuit, la médecin qui m'appelle et qui me dit, bon, vous êtes encore en salle d'attente? Je dis, bah non, non. Il me dit, parce que là, vous pouvez récupérer votre mère, elle a une grippe B. Quoi? Une grippe B. Une grippe B? Ouais, il y a grippe A, grippe B. Une grippe B. Ah, Voilà. ok. Bah, ouais, bah, du coup, vas-y, Bon, poursuis. elle a une grippe B. Et, euh, et je lui dis à cette femme, je dis, alors, je suis plus aux urgences, on m'a dit de rentrer. Et ensuite, je ne peux absolument pas la récupérer parce que, ben, déjà d'une, elle a une maladie à corps de Lévy. Et avec cette grippe, je ne sais pas du tout comment faire. Elle me dit, ah, elle a une maladie à corps de Lévy, vous dites? Je dis, oui, oui, tout est inscrit sur sa fiche que les pompiers ont remplie. Ah, attendez, j'avais pas regardé. Donc, elle regarde. Elle dit, ah oui, effectivement. Il dit, bon, ben, on va la garder. Et comme il n'y a pas de médecin ce week-end dans l'hôpital, Ouais, donc il y en a aux urgences, mais dans l'hôpital même, il n'y en a pas ce week-end. d'accord. Le Ils week-end, sont que aux urgences à ce moment-là. Oui, ok. ouais. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, bah, revenez lundi et vous verrez un médecin pour voir pour la suite. Et la suite a été terrible parce qu'en fait, elle avait donc cette grippe B. À un moment, elle n'arrivait plus du tout à parler. Euh, Elle a commencé à perdre du poids. Et puis à un moment, un jour, elle se relève, elle a un peu de poil de la bête, elle commence à nous reparler et tout, à reparler correctement. Et 2 jours plus tard, c'était presque le coma. C'est-à-dire qu'en fait, ils l'ont mise sous perfusion et sous respirateur. Elle n'arrivait plus à respirer du fait de la grippe. Donc elle a eu les poumons qui se remplissaient de liquide. Et, euh, et une nuit, quelques jours après, une nuit, un médecin m'appelle, vers minuit, hein, il m'appelle, hein. Je Bah, décroche. c'est dingue qu'il puisse t'appeler à cette heure-là. Mais c'est bien. Non, mais il m'appelle vers minuit et il me dit, écoutez, il y a un truc qu'on n'a pas vu. Euh, Votre mère, en fait, elle a fait une occlusion intestinale. Ok. Je fais une occlusion intestinale. Je fais OK, d'accord. Et il me dit, ben là, je vous appelle parce que je voudrais savoir si vous voulez qu'on opère. Et je lui dis, mais je sais pas, je suis pas médecin. Je sais pas moi s'il faut qu'on opère. Enfin, c'est vous le spécialiste. Je peux pas dire moi. Et il me dit non parce que bon, voilà, il faut quand même qu'on demande votre avis, tout ça. Et puis je lui dis attendez, ce que vous essayez de m'expliquer, euh, c'est si je fais une forme d'acharnement thérapeutique, c'est ça? C'est en gros, j'opère, on opère ou on la laisse partir. Il me dit, ben, c'est un peu ça. Si on opère, elle a une chance, mais c'est pas garanti. Et si on n'opère pas, bon, bah, elle a moins de chance, mais bon, on peut la mettre sous, je sais plus quoi, sous morphine ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Bon. Donc là, ben, j'ai le choix, la vie de ma mère entre mes mains, tu vois, comme ça, un soir à minuit. Et, euh, et je rappelle très vite et je me résigne pas à ce qu'elle parte comme ça. Et pourtant, je peux te dire que dans les 3 ans, je me suis dit, cette maladie-là, elle est absolument terrible de voir tout le temps des gens, de pas savoir, de jamais savoir où on se trouve, de pas reconnaître forcément euh, les gens qui sont en face de soi. Enfin, c'est une maladie terrible, hein, vraiment terrifiante. Et je me suis dit, non, mais là, si j'avais le choix, elle partirait tranquillement. Et ce choix-là m'a été donné et j'ai pas pu le faire. J'ai pas pu le faire. Donc, elle a été opérée et, euh, et s'en est très vite remise. Elle s'en est très vite remise. Donc c'était Pour- un bon choix.
Donc c'était un bon choix. Mais pourquoi elle s'en est très vite remise? C'est parce que bah, comme elle a des pertes de mémoire à court terme, en fait, elle a même oublié qu'elle avait été opérée très vite. Ah oui, Ouais. ah oui, d'accord. Oui. Tu sais que tu as été C'est opéré? vrai Ah que- non, ah bon? Mais si, là. Ah bon, non. Ouais, ça évite de s'inquiéter, du coup ça crée pas de stress, du coup bah tu ça va. Exactement, Ok. exactement, exactement, Ah, exactement. Et après, ça a été l'enfer de la recherche, enfin l'enfer. On va dire que ça a été la recherche d'un EHPAD. Et ça aussi, ça prend beaucoup de temps parce que il faut choisir le bon, il faut choisir en fonction aussi de ses revenus. C'est un ouais. chemin, c'est un chemin de croix aussi de chercher un EHPAD. Donc, Ouais, j'imagine. comme Paris, région parisienne, c'est très cher. Je suis même allé en province pour en rechercher un. Donc, j'en ai trouvé un qui est extraordinaire. Et là, je dis le nom aussi, parce qu'il faut dire aussi le nom quand c'est extraordinaire. Donc, c'est la roseraie à Brie-contre-Robert. Les personnes qui bossent sont exceptionnelles, donc il faut le dire aussi. C'est dans le 94? C'est 77 vers Melun. Enfin, Sept Ouais, ok. c'est le groupement hospitalier de Melun. Ouais. Et bon, ça fait un peu loin pour moi, mais en tout cas, voilà, c'est un très bel C'est un bel endroit. l'endroit est bien placé, pardon, et les soignants s'occupent bien des personnes. Ah, ouais. Donc c'est une unité Alzheimer. Donc, mais voilà. Mais c'est voilà, c'est un chemin de croix, ça dure des années. Son occlusion intestinale était probablement due aussi à deux choses. La première, au fait que la hernie de la ligne blanche, où elle avait 90% de chances que ça se passe bien dans 15 ans, eh ben en fait non. Ouais, il fallait s'en occuper tout de suite. Voilà, exactement. Et que probablement, et là pour le coup, j'ai évité le procès pour incriminer en plus la clinique de Livette, mais bon, ça arrive juste après cette opération où on la fout dehors comme un sac poubelle parce que bah, il fallait le lit. Il faut savoir quand même que ces escrocs là, ils me l'ont fait venir une première fois où ils l'ont pas opéré et que la deuxième fois donc où elle a été opérée, eh ben ils m'ont envoyé une facture pour deux fois. C'est-à-dire Pour les que deux fois. ouais ouais, c'est ça exactement. Voilà, j'ai eu une facture. Donc là, je leur dois un lit pour la première fois où elle n'a pas été opérée. Ah, ça a coupé. Tu m'entends? Ouais. Ah, Attends. ça a coupé. Ouais, c'est ma connexion Internet qui a sauté, mais je suis... Elle bouge pas, hein. Je contrôle, mais en fait, c'est ce que je contrôle depuis tout à l'heure. Mais normalement, quand elle saute ici, je bascule sur un autre routeur. Hmm. Et de mon côté, je ne t'ai pas entendu. Ah, on n'est pas en train de rater le meilleur moment de ce podcast. Moi, je ne sais pas si tu m'as entendu du coup, Je mais moi, t'entends en très gros, bien. ma connexion Internet a Ouais, sauté. ouais, ta connexion Internet a sauté. Ok, Ouais. Normalement, ça bascule sur un routeur, mais elle voilà. a sauté et voilà. Mais du coup, le temps du basculement fait que je Ah, ouais. perds. Je sais pas comment est la qualité de l'image, vraiment. Non, toi, c'est bon, non, c'est de côté. Côté, logiquement. C'est Mais très moi j'ai raté ce morcelé. que tu as dit. C'est très Mais c'est pas morcelé. grave, le répète pas. Ah, c'est morcelé là? Ouais. Ok, bouge pas. Bah, enfin, bouge pas, de toute façon. Bouge. Voilà. Normalement, normalement, je suis parti me connecter automatiquement sur une autre connexion. Logiquement, tu devrais m'entendre. Je t'entends, mais le problème, c'est que ton image se fige. Ouais, ton image se fige et en plus, ça fait des Est-ce qu'elle artefacts. se fiche toujours? Ouais, en plus, ça fait des artefacts, comme si tu étais en train d'avoir une connexion en haut de l'Himalaya.
Bon, bah, écoute, ça devrait se stabiliser logiquement. Bah, c'est pas grave. De toute façon, de ton côté, ça a été en même si moi, je t'ai pas entendu. Donc, ouais, on peut continuer sur ce que tu disais, hein, loupe pas le film, même si tu me vois pas très bien. Mais en tout cas, c'est très puissant comme histoire, hein. C'est Bah, c'est vraiment très disons, puissant et ça, c'est révélateur de beaucoup de choses. disons que moi, en soi, je trouve que euh, quand on soigne des gens, bah déjà, tu soignes quelqu'un, tu l'amènes dans une clinique. Bon, une clinique, c'est beau être privé, voir des Porsche et des SUV BMW sur le parking avec les médecins qui touchent je sais pas combien, en plus de tout ça, je trouve, enfin, voilà, je trouve ça scandaleux. Euh, je veux bien donner plus, mais tu vois, 500 balles, 700 balles par malade. En plus, on te fout dehors avec un coup de pied aux fesses. Je trouve ça pitoyable. Voilà, je le dis. Euh, et je pense que, encore une fois, on parle d'économie, on parle d'efficacité. Ben, l'État devrait mettre son nez là-dedans, tout simplement. Euh, Ouais. Puisque si même quitte, je suis désolé de le dire, mais quitte à développer une IA qui permet, à l'instar de ChatGPT, au moins de diriger vers les bons canaux, ça permettrait vraiment d'arrêter ben, pour donner un exemple, moi j'étais salarié dans une société j'en ai parlé au tout début. Euh, Bah, je suis parti de cette société pour me remettre à mon compte pour avoir le temps de m'occuper de ma mère. Parce que en tant que salarié, ben, on a des obligations d'être sur place dans son entreprise. On peut pas être réactif. Donc moi, voilà, je suis devenu comment dire, entrepreneur par la force des choses. Bon, j'aime bien l'entrepreneuriat, mais bon, j'avais un job que j'aimais bien et, euh, et je suis parti pour ça. Et Ben oui, du coup. combien de gens sont dans cette situation-là? Tu vois, moi, ça me fait un peu rire quand on me parle de sucré des jours fériés, parce qu'il y a énormément de gens déjà qui travaillent les samedis et les dimanches. Les personnes qui sont à leur compte, moi j'en connais plein qui bossent le week-end. Et ensuite, combien de journées j'ai perdu pour pour un seul rendez-vous médical? Euh, je te donne encore une fois l'exemple. Ma mère habite à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne. C'est à moins d'une heure de Paris, en train, en En transport. train? Ouais. Ouais. Moi, j'habite Suresnes. Donc, pour aller de Suresnes à Sainte-Geneviève-des-Bois, bah, ça va me prendre une heure et demie, 2 heures. Donc, je vais aller la récupérer. Je vais la ramener à Paris pour son rendez-vous médical. Parce que bah, près de chez elle, il y a pas ce qu'il faut, on ne peut pas prendre rendez-vous rapidement. Euh, Elle a son rendez-vous, je dois la ramener ensuite chez elle et ensuite rentrer chez moi. Bah, c'est une journée. Un rendez-vous médical, Ouais. c'est une journée. Et Oui, j'ai oui, c'est eu complètement, ouais. pendant Ouais. 3 ans, je ne sais combien donc, combien de chiffre d'affaires j'ai pu perdre? Combien de journées j'aurais perdu si j'étais toujours salarié? Combien d'argent on dépense parce que bah, vous avez tout ce qui est conventionné et les non conventionnés, si tu veux un rendez-vous rapidement, tu es obligé d'y passer. Pour des gens qui ne savent pas ce que tu as, ou alors te donnent un mauvais diagnostic, ou alors qui te disent, oh bah, les petites visions, vous allez pouvoir vivre avec, hein, c'est pas grave. C'est dramatique, c'est dramatique. Et je pense notamment, si il y a un ministre de la Santé, s'il y a des secrétaires d'État, honnêtement, plongez-vous là-dedans parce il y a un gaspillage qui est fou qui tape sur les nerfs des gens et qui amène à l'épuisement, vraiment, qui amène à un épuisement. Et en plus, pendant ce temps-là, on ne travaille pas. Donc c'est encore plus terrible. Euh, voilà, c'est le message que je peux passer. Et puis, pour toutes les personnes à qui il arrive ce genre de choses, parlez-en, vraiment, parlez-en. Il faut en parler parce que il faut éviter.
vous, en tant qu'aidant, de tomber malade et de vous retrouver en Ouais. burn-out. Et le burn-out de l'aidant, c'est un vrai terme, hein. Il y a un terme comme ça Ah s'appelle oui, non, mais je te le rejoins. burn-out de l'aidant. Donc, ouais, évitez ça, Je te rejoins totalement. évitez ça, vraiment évitez ça. Et il faut vraiment en parler, il faut en parler parce que ben, on a toujours quelqu'un qui a eu cette expérience-là. Il faut en parler parce qu'il faut aussi se décharger. Et il faut en parler parce que les personnes à qui il n'est pas encore arrivé ce type d'expérience, le jour où ça leur arrive, vraiment, quand je dis qu'on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Et, et c'est Mm. notre rôle de prendre soin de nos aînés. Voilà, c'est notre rôle de prendre soin de nos aînés. Et si on prend pas soin de nos aînés, on a un État qui nous rappelle qu'il faut qu'on prenne soin de nos aînés. Et on a un système aussi qui se décharge sur nous, alors que ce n'est pas notre métier. Et c'est ça qui est très très important. Moi, la meilleure décision que j'ai prise sur les 3 dernières années, sur les 4 dernières années même, c'est d'avoir appelé les pompiers. C'est la seule vraie décision importante que j'ai prise. C'était la plus importante. Qui a été game changer finalement dans cette histoire, quoi. Oui, parce que pour la première fois, j'ai vraiment mis ma mère entre les mains de gens dont c'est le métier. Et, euh, et je peux comprendre aussi Puis l'épuisement, hein, tu te des sentais en gens dont... confiance aussi. C'est même pas tant de me sentir en confiance, c'est vraiment qu'à un moment, tu sais, quand tu portes ta mère pour pouvoir aller la laver, quand tu portes ta mère pour la- aller avec elle jusqu'aux toilettes, quand tu es obligé de faire les premiers soins, quand tu dois l'habiller, quand tu dois faire toutes ces choses-là, qu'elle est vraiment ultra dépendante et que bah, peut-être un soignant de le faire, et parce que c'est son métier, bah, toi, tu arrives au bout de ce que tu peux faire. Et l'autre chose aussi, c'est un petit hommage aussi à ces personnes qui font ça, parce que euh, parce que c'est dur, parce que c'est dur. Euh, aller soulever quelqu'un pour pouvoir l'aider à se laver, mais c'est un métier, je sais même pas comment on peut faire ça pendant 40 ans, quoi. C'est terrible. Ouais, on parle de l'âge de départ en retraite, Mm. mais les carrières dans ce type de métier, mais c'est absolument effroyable. Je sais même pas comment on peut faire ça 2 ans. Donc 40 ans, enfin, on vit pas c'est pas le même métier. Donc, je sais qu'on a tendance Ouais, on se rend pas compte, hein. on se rend pas compte, on met tous les métiers sur au même plan pour le départ en retraite, mais c'est pas possible. Ne serait-ce même que quand on a le même Mm. métier, euh, le départ en retraite, moi, enfin la retraite, je trouve que on peut avoir le même métier et ne pas avoir les mêmes conditions. Je te redonne l'exemple encore une fois de ma mère. En fin de carrière, elle habitait à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne et elle bossait à la poste Ouais, totalement. du côté de Nanterre. Elle se levait, elle prenait le premier train à 5h30, l'INSEE, pour arriver à la Bibliothèque François Mitterrand. Elle prenait la ligne 14 jusqu'à la gare de Lyon. Elle prenait le RER A jusqu'à Nanterre Préfecture. Elle prenait un bus et elle terminait à pied pour commencer à 8h30 le matin. Celui qui habite à côté, il n'a pas les mêmes conditions. Il n'a pas les mêmes conditions. Donc, et Très juste. elle faisait ça en fin de carrière, euh, 5-6 ans avant la retraite. Donc, elle se retrouve en retraite et à 69 ans, on lui découvre cette maladie. Elle n'a même pas pu profiter de sa retraite. C'est terrible. C'est terrible. Et je parle de quelqu'un qui bossait dans un bureau. Elle était au RH. Donc, j'imagine quelqu'un qui a un travail, comment dire, physique. Euh, c'est terrible. Et soignant, c'est un travail et physique et psychologique. Parce qu'on voit des gens malades, c'est dur, c'est dur. Ah oui,
C'est C'est une, extrêmement dur. Donc, véritablement. d'autant plus, j'en rajoute une couche sur cette fameuse efficacité. Ben, si cet argent, moi, que j'ai perdu sur les en 3 ans pour aller vers des chemins qui me convenaient pas, mais soyons plus efficaces et dont les personnes aussi du corps médical qui en ont besoin et pour qui c'est difficile, qui font des heures pas possibles, qui travaillent la nuit, enfin, voilà, je pense qu'il y a vraiment bien mieux à faire. Ouais, carrément. Mais je pense qu'avec l'idée que tu as soufflé tout à l'heure par rapport à l'IA, tu vas avoir. Voilà. J'imagine que ça va donner des idées, enfin, je l'espère, à des programmateurs ou des gens qui sauront mettre en place ce genre d'outils. Parce que, en effet, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, vu que toi-même tu l'as expérimenté avec un simple outil comme ChatGPT, c'est un outil complexe, mais immédiate, Alors cohérente, et qui ont pu te diriger pour alors que tu saches, en fait, tout ce que tu as dit a été coupé. Ah, Donc, c'est en train de couper. Est-ce que tu peux juste vérifier, est-ce que tu peux vérifier ta connexion, ça va, parce que du coup, ça a coupé à mon tour de ton côté, ah, ta connexion Internet. bah, moi, Parce j'ai que une moi, j'ai connexion pu. Internet très forte, hein. J'ai une Ok. connexion Internet Parce très que très moi, sur forte. mon écran, il t'a affiché comme quoi c'était rouge. Mais bah, alors, du coup, Tac, tac. Ok, tu m'entends bien? parfait. Je t'entends Ah. très bien. Bah écoute, je sais plus, mais on va reprendre au fil. Non, mais bon, j'étais parti sur ces expériences dans cette clinique où ils me réclamaient 2 fois une chambre alors que la première fois ils l'ont pas Oui. opéré et là, il me renvoie des lettres de menaces et de rappels et de menaces, quoi, en mode, vous n'avez pas payé, payez-nous notre chambre, gna, 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 on vous envoie, je sais pas, je sais pas ce qu'ils vont m'envoyer, bref. Et Un huissier. j'ai décidé que moi, vivant, je ne paierai pas cette chambre qu'elle n'a pas utilisée. Bref. Non, mais je dirais que ce qui est important de se dire, c'est que oui, chacun doit parler de tout et parce que ce système de santé, on a besoin, chacun de nous. Euh, J'avais envie de dire, ouais, pour l'État de partir sur effectivement une IA pour que le chemin soit tracé et qu'on n'ait pas besoin de perdre 3 ans et beaucoup d'argent, etc. Que ce serait déjà une bonne piste pour faire des économies et surtout être plus efficace par rapport aux gens qui travaillent à l'hôpital pour qui c'est difficile. Ah, Quoi? attends, je sais pas, j'ai un truc qui s'appelle session expirée. Tu m'entends? Moi, je t'entends. Ça enregistre toujours. Mhm. Euh, Oui, donc des gens pour que ce soit plus efficace pour eux, parce que à l'hôpital, bah, ils souffrent, c'est difficile. Les métiers sont rudes, ils bossent de nuit, ils sont mal payés, ou en tout cas pas autant qu'ils devraient. Et surtout, on sait que ça manque de moyens. Donc là, j'ai entendu le nouveau Premier ministre dire que le déficit vient aussi du fait qu'ils ont remis de l'argent dans l'hôpital, notamment. Écoute, je ne l'ai pas assez Ah bah oui. expérimenté pour le savoir J'ai encore. entendu ça tout à l'heure aussi. Justement, je voulais rebondir dessus. Je voulais rebondir dessus quand tu parlais. Mhm. Mais du coup, oui, en effet, j'ai entendu ça. Bah, après, j'ai juste vu la séquence hein, de 30 secondes hein, sous-titrée. Mais d'ailleurs, c'est du français sous-titré en français pour qu'on Mhm. soit bien sûr de ce qu'il a dit. Mais, mais ouais, ouais, on en arrive. Il y a beaucoup de posées, il y a beaucoup de choses à revoir. Et c'est vrai que pour le coup, mettre à disposition, encore une fois, cet outil d'intelligence artificielle, possiblement, qui regrouperait, qui permettrait de trouver des raccourcis, et des bons raccourcis, pas de mauvais raccourcis, permis d'aider cette fameuse personne dont tu parlais tout à l'heure,
Mm. qui a eu ce cas de figure-là et tu lui as fait gagner 3 ans. Ouais. Et c'est vrai que c'est les expériences des uns qui vont faire gagner du temps aux autres. Mm. Ouais, clairement. Et c'est ça qu'il faut pouvoir centraliser finalement dans une banque de données et mettre cette banque de données d'une manière cohérente à disposition du public qui en aura besoin. Ou alors, parce que Si je me suis c'est, bien exprimé. ou alors, ouais, une forme de réseau social, parce que au final, tu vois, nous, on est là, on peut critiquer autant qu'on peut le système actuel. On peut aussi se retrouver avec un process sur le dos en mode, vous, ce que vous dites, c'est mal, et vous en subirez les conséquences. Mais en réalité, oui, il faut quelque chose pour que moi, j'appelle vraiment à la... Bah, tu vois, on dit liberté, égalité, fraternité. Moi, j'en appelle vraiment à la fraternité de tous. On est tous égaux devant la maladie, qu'on soit riche ou pauvre. Euh, et, euh, et on doit faire, je pense, moi, si j'ai un geste à faire, c'est de donner mon expérience pour que d'autres en profitent et ne souffrent pas, en tout cas souffrent beaucoup moins. Et là-dessus, je pense on a tous des efforts à faire. Et honnêtement, je le redis, vraiment, je tape dessus, euh, puisque on cherche des économies sur le dos des malades. Commencez par ça. Commencez par ça. Parce que, Ouais, parce que le désert médical, il n'est pas que en province ou je ne sais où. Il peut être aussi dans la ville entouré des meilleurs spécialistes et on ne sait pas où aller, quoi. On ne sait pas où aller. Voilà, la maladie à corps de Lévy, il y a des choses qui sortent régulièrement dessus. Bah, les médecins sont pas au courant. Il paraît qu'apparemment, c'est la troisième démence la plus importante après Parkinson, Alzheimer, et, euh, et peu de gens la connaissent. Elle est difficilement détectable. Et l'autre chose aussi, c'est on peut penser avoir Parkinson, mais on a une maladie à corps de Lévy sans le savoir. On peut avoir Alzheimer, mais on a une maladie à corps de Lévy sans le savoir. Euh, si ça se trouve, c'est même la première cause de démence en France, ou peut-être même dans le monde, et on le sait pas. Et ça, voilà, c'est clairement anormal. J'ai vu que c'est du côté de Strasbourg il y a un médecin aussi qui fait des espèces de dons de choc, ou en tout cas qui envoie de l'électricité dans certaines zones du cerveau pour les réveiller, justement par rapport à cette maladie-là. Il y a des choses qui existent, il y a des choses qui sont en cours, mais déjà, si on n'est pas au courant de l'existence de cette maladie, si on n'est pas au courant de ce qu'elle fait, comment on peut derrière la soigner? ah bah, ça c'est sûr. Après, le problème qu'on a en France, c'est les problèmes des protocoles. Tu Mm, sais, il faut que tout soit dans un protocole entre guillemets légal pour pouvoir être exploré. mm, Alors du coup, il y a plein de gens qui peuvent, enfin, peut-être n'osent pas tester telle molécule, tester tel truc, tester tel outil, parce que justement, il faut que ça rentre dans un protocole. mm, Et ce que je comprends, parce qu'il faut pas faire n'importe quoi avec les patients. Et en même temps, on n'avance pas. On mm, n'avance pas très vite, quoi. ouais, Si on doit attendre l'expérience de Stéphane, plus l'expérience d'Étienne, plus l'expérience d'Henri, plus l'expérience de Fabrice, pour savoir qu'en fait, finalement, en se heurtant à Samur et à celui-ci, enfin, par ricochet, on a compris qu'il fallait aller là-bas. Bon, il s'est passé 17 ans, mais en fait, il fallait juste aller là-bas, quoi. ouais, c'est ça, Euh, exactement, exactement. mais oui, c'est très complexe. Il y a plein de choses à refaire. En tout cas, Et en parallèle, j'ai pu aussi faire la constatation que absolument tout existe. Tout existe. C'est-à-dire que quoi qu'on ait, il existe un chemin. ah oui, Il existe un chemin. Mais on croise des gens qui sont pas motivés, qui ont pas envie de t'aider, aujourd'hui, les personnes qui peuvent le plus t'aider, quelque part, sont les assistantes sociales. C'est même plus les médecins, ce sont les assistantes sociales. ouais. Des fois, je vais même dire, c'est même parfois des pharmaciens qui t'aident plus que des médecins. Oui, c'est C'est- vrai. C'est vrai ce que tu dis. Je peux témoigner. Donc, voilà, il y a une prise de conscience globale à faire. Je pense que s'enrichir avec la médecine, c'est bien,
mais en même temps, ça pose un gros problème éthique, Hmm. je le pense. Euh, mais d'un autre côté, est-ce que c'est normal que des influenceurs ou influenceuses qui... j'ai une amie qui dit les influenceurs qui mangent leur caca, mais qui font n'importe quoi, gagnent des sommes astronomiques plus qu'un médecin qui a fait 10 ans, 15 ans d'études. Il y a un problème aussi de ce côté-là. Donc, je pars un peu dans tous les sens. Là, je me rends compte. Mais il y a un problème global. Il y a un problème global. Euh, je pense qu'effectivement, ça doit pas être la priorité de s'enrichir sur la santé des gens, mais que d'un autre côté, on peut pas non plus, on peut pas Faudrait non. donner aux gens les moyens de s'intéresser à leur Exactement. métier. Voilà, exactement, exactement, Voilà. exactement. C'est que c'est pareil, tu disais par rapport bah, tu vois, les pompiers, par exemple, bah, ce sont des gens extraordinaires, et c'est vrai. C'est difficile de trouver un pompier que tu as envie de critiquer, quoi, finalement. Parce que finalement, non, ils font toujours bien leur boulot. Enfin, globalement, pour ce qu'on en sait. Et pourtant, ils sont. Bon, après, c'est un métier passion, sûrement aussi, hein, c'est vraiment un métier passion. Mais je connais pas les salaires des pompiers, parce qu'en plus, Non mais disons, en fait, le fond du problème, c'est aussi le fond du problème d'un monde capitaliste, c'est-à-dire que ne sont bien payés que ceux que ce qui rapporte, n'est bien payé que oui, ce ah qui bah oui, rapporte. oui. Être pompier, ça rapporte pas. Non, Euh, c'est sûr. bon, la santé, ça rapporte pas. L'éducation, alors, on dit que moi je pense que ça rapporte, mais à long terme, mais ça rapporte pas dans l'immédiat. Donc on va dépenser on va mettre des sous dans l'éducation nationale, on va mettre des sous dans la santé, on va mettre des sous dans plein de choses qui finalement ne ramènent pas d'argent. Et, euh, et c'est un problème, c'est un problème. Est-ce que aussi euh, l'industrie pharmaceutique ne devrait pas finalement être une industrie d'État partout dans le monde? Ça, c'est un truc que je pense aussi sincèrement. Les grosses boîtes, les grosses industries pharmaceutiques, elles s'enrichissent même pas sur la santé, mais sur la maladie des gens. Et le but de base, c'est de soigner les gens. Et, Bah, oui, mais c'est et pas leur but. c'est vraiment un truc, mais je me suis toujours fait cette réflexion, c'est que les médicaments devraient être produits par des États, quoi, pas par des entreprises privées. C'est par des entreprises publiques, parce que le but dans la vie, ça doit être de soigner des gens. Bah, si vraiment tu avais un intérêt à soigner quelqu'un, oui, en l'occurrence, tu le ferais pas payer. Enfin, la logique voudrait que ça devrait être logique de soigner les gens gratuitement, quoi. Je veux dire, sans avoir à rentrer dans des processus de capitalisme, enfin, ou d'industriel. Enfin, l'industrie Non, pharmaceutique, mais c'est quand même. je vais même encore plus loin. Je pense que peut-être que ce système-là pourrait s'autofinancer si c'était le public qui fabriquait ses propres médicaments. Bah, l'argent que tu payes pour des médicaments, bah, ça sert voilà, à payer tes médecins, à payer l'hôpital. Et puis, c'est un cercle un peu vertueux de ce côté-là. Ouais, ouais, Là, ouais, ouais. aujourd'hui, à moins que je me trompe, peut-être que quelqu'un va me le dire, mais je suis pas sûr que l'industrie pharmaceutique privée finance l'hôpital. Je crois pas, enfin, j'en ai pas l'impression. Je pense pas non plus. Maintenant, je n'aime pas les infos, mais je ne pense pas non plus. Ouais, ça ferait une grosse recherche à faire, mais non, 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 mais c'est clair en fait, il y a tout à changer, il y a tout à refaire, comme on disait tout à l'heure. Mais pour tout refaire, faut qu'on atteigne le fond, visiblement. Et on est en train de Hmm. l'atteindre. Ouais. Bon, enfin bon, en tout cas, oui, je suis désolé du coup pour toute l'histoire que tu as racontée, qui est vraiment, comment dire, dérangeante autant qu'informative, parce que en effet, moi, ça me, tu sais, je connais ta maman, donc forcément, ça me ramène à quelque chose comme si j'étais touché personnellement, même si, voilà, c'est pas moi, mais vu que je l'ai déjà rencontré, ça me fait quelque chose. Et c'est toute cette histoire que tu as vécue aussi, parce que, en fait, maintenant, je comprends mieux pourquoi tu as fait ce long moment de silence. Et moi, je te l'ai reproché bêtement, naïvement, parce qu'à un moment donné,
Ouais, tu m'as dit que tu me rappelais, mais tu me rappelles jamais. Tu m'as dit que tu passerais, mais t'es jamais passé. Enfin, tu vois, et Ouais. je t'ai fait ces phrases-là, mais parce que je n'avais aucune connaissance de ce parcours que tu eu à vivre pendant ces 5 dernières années. Et c'est vrai que, bah, ouais, je suis vraiment. C'est bien que tu en aies parlé, parce que du coup, en effet, ça va pouvoir mettre la lumière sur des choses que beaucoup de gens vivent en silence, c'est pareil, ne disent pas. Comme toi, tu en as pas parlé pendant 5 ans, tu vois. Ouais. Il y a probablement d'autres gens qui ont vécu des trucs similaires et qui vont être d'accord avec toi sur le fait que il faut qu'on trouve un moyen de faire circuler les bonnes informations, mais les vraies bonnes informations, du Mais moins qu'elles soient accessibles. Ouais. oui, et puis bon, ça a été un tout petit peu plus médiatisé le jour où cette présentatrice météo, Catherine Laborde, que tout le monde avait en tête, est morte. Elle faisait la météo sur TF1 notamment. Donc elle était atteinte de la maladie à corps de Lévy et bon, elle en est décédée. Et la lumière a été un peu plus mise sur cette maladie-là. Mais, euh, mais ce que je voudrais dire, c'est que le fait de parler pour moi de ma propre expérience, c'est pas que ça. Il y a des gens qui souffrent sur d'autres choses. Et faut pas non plus hésiter à en parler, même ça peut être au quotidien, ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un de toxique dans sa vie qui nous empêche d'avancer. Ça peut être, euh, Ça peut être tout et n'importe quoi. Vraiment, j'ai pas d'exemple particulier. Mais en tout cas, faut en parler, faut pas hésiter. Là, cette fois-ci, c'est une maladie, c'est le système de santé. Dans un autre cas, ça va être autre chose. Mais en tout cas, on est tous quelque part enfermés par quelque chose. Et à un moment, moi, me frappe souvent, c'est les gens qui ont fait soit des écoles de commerce ou qui ont été avocats ou autre chose. Et puis, autour de la quarantaine, ils se disent, oh là, terminé pour moi, je passe à autre chose. Et puis, ils se mettent à faire des choses plus artistiques ou qui les nourrissent plus intérieurement. Euh, donc c'est que ils ont vécu dans un monde ou dans un milieu ou en tout cas quelque chose qui ne leur convenait pas et ça a Ouais. été probablement aussi une souffrance. Mais même ça, c'est un handicap invisible. Euh, Oui, Parce que ça nous empêche carrément. d'avancer, ça nous enferme, ça. Donc voilà. Donc j'encourage les gens à parler de leurs expériences diverses et variées et que il y aura toujours une personne qui alors, il y a des gens qui ont évidemment des avis qui servent à rien, j'ai envie de dire, mais dans le lot, il y a toujours une personne qui sait allumer la lumière. Et ça, c'est pas mal. Ouais, et puis ça va résonner, et puis ça résonnera à ce moment-là avec les personnes avec qui ça devra résonner. Mm. Et clairement. Clairement. Bah écoute, en tout cas, je te remercie infiniment pour ce gros partage, parce que c'est vraiment touchant. Vraiment touchant comme histoire, et vraiment merci. Et puis bah maintenant, alors si évidemment dans les commentaires vous avez envie de nous dire sur quoi on s'est trompé, Ouais, n'hésitez pas. ouais, ouais. Et puis surtout, partagez votre histoire si jamais vous êtes concerné, vous vous sentez concerné, que vous avez vécu un truc similaire. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et parce que vraiment, ça pourra aider, comme Stéphane le propose, et aimerait pouvoir déclencher des électrochocs dans la tête des gens qui pourraient développer ce type d'outils. Mais ça serait super qu'on puisse aboutir à, en effet, euh, une possibilité de simplifier la vie des aidants, des malades, enfin de tout le monde en fait. Voilà, tout simplement. Ouais. Ouais, voilà, Bon, je pense qu'on peut quitter là-dessus. c'est le mot de la fin. Merci. Très bien. Ouais, merci beaucoup Stéphane. Avec À plaisir. très bientôt. À bientôt.